bienvenue à vous sur la chaîne Énergie Positive Nouveau Paradigme pour cette nouvelle émission Focus. Alors ce soir, notre invité Sylvain Didlot va nous parler de son ouvrage qui va venir nous bousculer sur pas mal de points, qui s'appelle Trans-incarnation, plusieurs vies en même temps, qui est sorti aux éditions Atlante, tout à fait récemment d'ailleurs. C'est également Sylvain qui avait écrit Terre 2, je pense que vous en avez certainement entendu parler, parce que ce ne sont pas des livres qui laissent sans voix. Ou plutôt ce sont des livres qui laissent sans voix, je dirais, parce que ça remet en question pas mal de choses. Donc, vous êtes à la fois sur YouTube, à la fois sur Facebook, puisque le direct est diffusé sur les deux plateformes. Donc, vous êtes libre de poser des questions. On prendra un moment pour les poser directement à Sylvain. Vous pouvez déjà mettre un like sur YouTube ou sur Facebook. Vous savez, c'est toujours la même histoire pour faire vivre la vidéo, pour montrer qu'elle a de l'intérêt et Dieu sait qu'elle en a. Donc, je vous remercie à tous d'avoir répondu présent et pour l'heure, je vous demande d'accueillir Sylvain Didlot. Hey, salut Jocelyn. Salut Sylvain. Merci de ton invitation sur cette chaîne. Merci d'avoir accepté. Je suis très touché. C'est génial. Comment refuser les énergies positives? Ouais, je te le fais pas dire, c'est clair. Donc, alors ce soir, on va s'accrocher à la ceinture parce qu'il y a pas mal de choses qui vont nous bouger dans la façon dont on concevait l'incarnation, l'âme, tout ça. Même peut-être ça va toucher à la notion de ligne temporelle. Tu sais que quand on veut en fait la décrire, on trace une ligne sur une feuille en considérant que le passé est à gauche, le futur à droite et le présent au milieu. Peut-être qu'on va voir qu'on va pouvoir la tourner finalement dans d'autres sens pour mieux appréhender en fait cet ouvrage où tu nous parles de transincarnation. Donc, tu es l'auteur de Terre 2. Ce sont des livres en fait que tu écris en étant scribe, c'est-à-dire en fait que tu es donc canal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le phénomène du channeling, s'il te plaît? Oui, c'est un phénomène qui mériterait d'ailleurs un livre à lui tout seul. C'est mon quatrième livre, en fait, ce livre-là. C'est mon quatrième. Et l'idée... Alors, le channeling, le terme a été inventé aux États-Unis, hein, forcément. Ouais, c'est en anglais, ouais. Le terme français est canalisation, ouais. Mais ça revient au même de toute façon. Alors, le channeling, c'est un phénomène assez complexe qui consiste à parler à des énergies, je préfère parler d'énergie plutôt que d'être, qui sont dans une autre dimension. Alors évidemment, on a toujours entendu parler de la Pythie de Delphes qui recevait des oracles, qui entendait des voix, j'allais dire. On a entendu parler de Jeanne d'Arc, qui entendait des voix, commune avec moi, donc je suis vosgien aussi. On a entendu parler d'un tas de médiums, comme on les appelle, qui eux sont en fait des canaux quelque part, des channeling aussi, mais qui sont un petit peu focusés chez les médiums à écouter les morts. Mais il faut se méfier, tu sais, quand un canal est ouvert, tu peux tout aller lire quelque part. Le médium est plutôt généralement centré à écouter ce qu'on appelle les morts, que je préfère appeler désincarnés ou être de lumière éventuellement, parce qu'on est tous lumière. Et donc, le channeling, ça consiste à écouter des dimensions parallèles. Je peux pas le dire autrement. Des dimensions parallèles. Dans le même temps, dans le même espace, mais c'est comme si tu étais connecté au cloud. Je sais pas comment te dire ça autrement. Tu es connecté à un champ d'information complet qui est quand même hors temps, hors espace, et que tu reçois dans ton temps et ton espace. Donc, je sais que tu vas bientôt faire une émission avec Philippe Guimand, donc je ne fais que préparer la piste. Ouais, je te remercie. Du bouleversement temporel que vous allez vivre. Mais en tout cas, le principe du channeling, c'est qu'on reçoit des messages. Alors, les messages peuvent être reçus de plein de manières différentes, et c'est souvent ça que les gens ne comprennent pas. Ils peuvent être reçus sous forme d'intuition. Une intuition, c'est déjà une canalisation. C'est un message que vous avez reçu, décodé. Alors après, l'ego, il est content, il dit « Oh, c'est génial, je suis un être super ». En fait, tu as connecté un truc et voilà. Ça peut être sous forme un peu comme une grande médium qui s'appelle Monique Mathieu, une grande canal, qui elle va te dire, ils me disent que, ça veut dire qu'elle entend, elle répète. Du ciel à la terre, je crois que ça s'appelle son site internet. Elle entend, elle répète. Et puis, il y a des canaux qui reçoivent par contre de l'art. Je vais bientôt recevoir quelqu'un qui est plutôt dans le genre artistique.
Tu peux recevoir des ondes de forme, de lumière, et là tu comprends pas ce que ça me dit, mais il y a des gens qui se disent ah bah quand je vois du vert ça veut dire ça, quand je vois du rouge ça veut dire ça, ou ceux qui disent ah bah quand j'ai des frissons c'est que ça veut dire oui, mais c'est déjà une forme de canalisation cette histoire-là. Et puis tu as des canaux qui ont un phénomène qui s'appelle l'adombrement, c'est comme le chevalier que tu adombrais. Le principe de l'adombrement, c'est que l'entité rentre en toi plus ou moins profondément. Et ça, c'est le phénomène que tu vis quand tu canalises, donc. Alors, quand j'écris des livres, non. Quand j'écris des livres, si tu veux, ils restent dans ma tête, ça me parle dans ma tête, mais j'ai pas besoin de parler avec ma voix. C'est-à-dire que quand j'écris un bouquin, j'entends les réponses et je les tape en même temps. Ce qui fait que faut que je tape vite parfois. Mais j'essaye de taper en même temps, mais ça, je les arrête. Bref. Et quand tu relis, tu as des surprises. Déjà, je fais des fautes, mais alors, enfin, peu importe, mais en tout cas, oui. Pour la compréhension, hein, pas pour les fautes. Oui, bien sûr, je leur pose des questions. Donc, il y a ce phénomène-là, et il y a un adombrement un peu plus épais, j'allais dire, qui est ils parlent à travers toi, et finalement, ils vont utiliser ton corps, un petit peu une incorporation. Ils peuvent aller jusque-là. Généralement, chez moi, ils vont jusque-là. Il y a quelques guides qui ont pris un peu tout mon corps d'assaut, j'allais dire, une fois de temps en temps, et qui m'ont fait marcher et me mouvoir. C'est très rare. C'est arrivé très rarement, mais ça arrive souvent. Et puis, il y a des gens qui sont des channels de très haut vol. Perso, j'en connais pas, mais j'en ai entendu parler. Qui, eux, par contre, perdent carrément la conscience. C'est-à-dire, ils ne sont plus là. C'est-à-dire que moi, je suis encore là. J'entends ce qui se dit, si tu veux savoir. J'entends ce qui se parle, ce qui dit, même si c'est pas ma mémoire. Ce qui fait d'ailleurs, c'est très chiant parce que quand je reçois un message, 10 minutes après, je me souviens plus de ce qui a été dit. C'est pas ma mémoire. Les gens dans la salle se souviennent plus de ce qui a été dit que moi. C'est fou, comme si c'était volatile. Et il y a des gens, par contre, tu vois, qui sont carrément plus là. Je prends un mec comme Edgar Cayce, qui était connu comme Canal. Edgar Cayce recevait des guides à l'intérieur de lui qui donnaient, c'était sous hypnose, hein, qui donnaient des remèdes, qui donnaient des trucs, qui parfois parlaient dans des langues qu'il a jamais parlé lui d'ailleurs. Et là, par contre, c'est un phénomène de channeling très profond. Donc, tu vois, de la simple intuition, en passant par j'entends et je répète, en passant par il rentre un peu dans ma pensée, en passant par il investit ma voix et mes mains, et il investit tout mon corps, et finalement, je ne disparais. Il y a toute une palette tout ça tourne autour du channeling. Donc, on appelle channeling toute cette capacité à reproduire des messages qui viennent d'ailleurs, mais tu le vois, la palette, elle est grande. On peut pas dire que le channel est forcé d'avoir des entités qui rentrent à l'intérieur de lui, ce qui est pas, d'ailleurs, attention, vous amusez pas à ça, parce qu'il faut quand même être calé sur ce qui rentre à l'intérieur. Il y en a qui laissent rentrer un peu n'importe quoi. Mais voilà, ce qu'est le channeling en général, c'est cette capacité à recevoir ces messages-là. J'ai déjà raconté mon histoire 1000 fois, mais les premières fois où ça m'est arrivé, comme je travaillais en clinique, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir tous les psys du coin, hein, pour leur dire, ça y est, les mecs, le mec est zinzin, là, j'entends des voix, quoi. Et puis bon, d'après les tests, je suis pas schizo, je suis pas en dédoublement de personnalité, tout va bien. Ce qui n'empêche qu'il y a des phénomènes un peu paranormaux quand je canalise parfois. Beaucoup de gens qui ont remarqué que mes yeux changeaient de couleur, selon l'entité qui vient. Mes yeux peuvent changer de couleur. La voix, souvent, elle change. Ce qui est très, très agaçant. Je vais te dire ce qui m'agace le plus. C'est ces guides qui me font enlever les lunettes. Et je vois très bien quand je canalise. Je les entends et je vois que je vois très bien. Et puis, juste après qu'on ait fini de canaliser, paf, ça y est, je me retrouve avec les doubles foyers, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment perturbant de voir à quel point, finalement, même notre corps est une structure informative. Mais voilà ce qu'est le channeling. Voilà. J'essaie de faire court, mais tu sais que ça mériterait tout un livre, hein, à mon avis. Eh ben ouais, il n'y a plus qu'à. Hein. Et donc, en fait, par la pratique, tu t'es habitué à reconnaître que finalement, c'est pas ton mode de pensée, mais c'est bien quelque chose qui arrive. Ouais, c'est pareil, il a fallu t'exercer certainement à apprendre la distinction. Bien sûr, c'est vraiment ça avec le temps. Alors déjà, au tout début, la majorité des canaux, ils se plantent. Enfin, quand je dis qu'ils se plantent, c'est que ils canalisent autant ce qu'on appelle l'astral, c'est des entités qui essayent de te raconter n'importe quoi, qui essayent de te faire croire que tu es Jésus, que tu vas sauver la planète, et que sans toi, le monde n'existerait pas. C'est souvent comme ça. Hein. C'est des messages du genre, j'ai reçu la voix de machin qui dit que vous devez me suivre. Barrez-vous. C'est des petites bestioles qui vous racontent ça, c'est n'importe quoi. Et donc, il faut apprendre à monter son taux vibratoire, on appelle ça comme ça, même si le terme est un peu New Age, mais c'est quand même ça. Et puis, effectivement, j'ai reçu au début que 2 guides. Hein. Les 2 guides s'appelaient Saint-Germain et Astrea. Donc, quand on entend que 2, j'allais dire, tu as une signature vibratoire, et j'ai appris à reconnaître la signature vibratoire de chacun des guides. Je ne sais pas si tu connais le catch américain, Jocelyn.
Le catch, mais ouais, si, Tu sais, j'en ai quelques images. SmackDown Ouais, et tout ça. Bon. ouais, Eh ben, ouais, dans j'en le ai catch quelques images. Ouais. américain, avant qu'un catcheur arrive, il y a une espèce de musique où dès que tu entends la musique, tu sais qui va arriver. C'est comme si tu entendais un générique de je sais pas quoi, et au générique, tu sais quelle est l'émission d'après. Et ben moi, Oui, ça me oui, fait oui. la même chose avec les guides aujourd'hui. C'est-à-dire que quand c'est des guides que je connais, il y a une vibration, il y a une tonalité, il y a une énergie qui me sert presque de générique, d'accord? Et je sais qui c'est. Et par contre, ça m'arrive aussi d'avoir des guides que j'ai pour la première fois, et dans ce genre de cas, tu vois, je leur fais s'essuyer les pieds sur le paillasson, comme je dis, c'est-à-dire que je vais utiliser un autre guide que je connais, Pour pour lui dire vérifier. est-ce que l'entité que je reçois est correcte, Hmm. quoi. Parce que Hmm. t'as beau être canal avec 40 ans d'expérience, s'il y a une bestiole un peu chiante qui veut passer et qu'elle se démerde bien, elle peut quand même passer. Donc je me débrouille toujours pour avoir des gardiens de la porte, on va dire. Pour avoir dans le cas là, c'est Michael. Hein. Je me débrouille toujours Ouais. pour avoir des entités que je connais bien et qui sont capables de me dire si ce qui passe à travers moi est correct ou pas. Après, je l'ai pas dit, mais l'exercice de channeling, c'est un exercice de traduction. En fait, tu reçois un langage de lumière, une sorte de... C'est comme si tu avais toute une pelote de laine que tu recevais d'un seul coup, et souvent, dès le début du message, je sais tout le message. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui sait tout le message alors que je n'ai pas encore commencé. Et en fait, le rôle du canal, c'est de laisser la pelote de laine se dérouler en gardant la même couleur, qui est celle de l'entité qui te parle, et de pas se planter, de pas tirer trop vite le fil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais il y a quand même un effet de traduction chez les canaux. Et je vous le dis, à vous qui nous écoutez, quand vous écoutez un canal, que ce soit moi ou un autre, quand vous lisez un canal, que ce soit moi ou un autre, n'oubliez pas que ça passe toujours par la personnalité de ce canal, quelque part. Et le D'accord? traducteur, Et notamment. le traduction. Donc, si la traduction est bonne à 90-95%, on peut dire que c'est un très bon canal. Mais si vous avez affaire à un canal qui a peur de tout, eh ben, il va se mettre à canaliser des choses où au lieu de traduire la période va être un peu difficile, mais tout va bien aller, et il va traduire en vous disant vous êtes dans la merde, les gars, c'est pas possible, hein. Il faut faire quelque chose. Donc, mais c'est une mauvaise traduction. C'est une erreur de traduction, comme je dis toujours. Ça veut pas dire que le message source n'était pas bon, ça veut dire qu'à un moment, ça a trop été interprété par le filtre du canal lui-même. Et Ouais. je pense que le vrai boulot d'un canal, quand il s'installe comme canal, c'est de purifier sa capacité à ce que ce qui passe à travers lui soit pas filtré par lui, le moins possible. C'est pas évident. En tout Bah cas, c'est ouais, il mon faut avis. une grosse capacité de lâcher prise, hein. Du C'est pas temps. évident. Bon, en même temps, si cette capacité, elle arrive chez quelqu'un, c'est certainement qu'il a la ressource pour pouvoir faire cette purification, comme tu viens de dire, non? Oui, mais on l'a. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une personne sur 10 qui est en capacité de canaliser. Mais comme je te l'ai dit tout à C'est l'heure, au beaucoup, début, hein. le canal, oui, c'est beaucoup, oui. Mais il y en a qui le font, ils le savent pas, hein. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir plein d'idées, plein d'intuitions. Même moi, ça me vient tout seul, mais ils savent pas d'où ça vient. Le problème, comme je te dis, au début, le canal, il est grand comme ça. Donc, tu captes autant les entités qu'on va appeler Ouais, négatives que les entités positives. Et ouais. du coup, je vois des petites jeunes canals, là, elles sont fantastiques. Mais alors, ça part à droite, ça part à gauche. Une fois, elle discute avec une entité de l'astral, une fois avec un être de lumière. Et tu sais plus comment démêler le vrai du faux. Mais on est Hmm. tous passés par là. Moi, j'y suis passé pendant 2 ans, où au bout de 2 ans, il a fallu que je me dise, ouais, hop, hop, soude de ma gueule, là. Il y a un truc qui colle pas. Et où tu te remets en Alors, cause. est-ce que tu vois une raison pour laquelle ça s'est déclenché, c'est apparu? Est-ce que justement, ça va peut-être nous permettre de faire un lien, tu sais, avec la thématique de ce soir, qui est Ouais. quand même la transincarnation. Mais est-ce qu'au moment où ça s'est déclenché, toi qui aujourd'hui arrive à avoir quand même pas mal d'informations, avec des alliés, on va dire, dans ces énergies invisibles qui peuvent aussi t'aiguiller, est-ce que tu comprends aujourd'hui pourquoi, lorsque ça s'est déclenché, ça s'est déclenché? Quel lien Alors, pouvait-il y avoir avec une une transincarnation, vie, justement? en tout cas avec une vie antérieure, souvent, pas forcément avec une transincarnation, mais souvent dans une vie antérieure, quand tu deviens canal, c'est que tu as déjà travaillé la capacité de communiquer avec d'autres énergies. C'est déjà travaillé. Ok. C'est-à-dire que et ça se récupère sous une forme ou une autre. Est-ce que Dans ça mon pourrait être cas, ta signature vibratoire, justement, on pourrait dire un petit peu ton cursus dans les vies antérieures? oui, Est-ce c'est que le c'était ta résultat. sensibilité? C'est souvent le résultat d'un travail d'autres vies. De Alors, je dis plusieurs, pas que donc. je dis Ouais. pas que c'est un aboutissement. On est loin du maître d'ascension, tu vois. Mais Oui, par oui. exemple, j'en parle dans le bouquin. Si dans tes vies, dans tes transincarnations, on va en parler après, t'en as une qui est maître d'ascension. Oui, il y a Admettons qu'une de mes existences soit, je dirais une bêtise, je prends un maître d'ascension qui est sans citer des gens trop connus. Allez, admettons que ce soit l'abbé Julio, qu'une de mes transincarnations soit l'abbé Julio qui avait créé plein de choses et qui était très connecté.
Et ben, dans un tel cas, comme j'ai un maître d'ascension qui a déjà la possibilité de communiquer avec l'au-delà dans mes transincarnations, toutes les autres ont ce potentiel. Oui, oui, Tu as toujours tous les potentiels de chacune de tes transincarnations. Donc, il suffit qu'une des, on verra tout à l'heure le nombre, une des 7, 8, 9, peu importe le nombre. Entre 4 et 12, tu disais, dans le livre. 4 et 12, ouais. Aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui en avait 9, crois-moi, quand tu les lis, c'est un peu déjà chelou. 12, c'est le cas de Jésus, par exemple. Je suis convaincu que les 12 apôtres étaient tous des transincarnations de Jésus. Il arrivait avec sa gang, l'autre. Il arrivait avec son équipe. Hein. Ah oui. Ah, mais tu en parles justement dans le livre. Alors, on va peut-être revenir un petit peu en arrière. Ça y est, c'est passionnant. Non, mais tout ça pour dire que cette capacité, elle vient soit d'un travail que tu fais par vie successive, et on va bien expliquer, parce que j'ai vu la question aussi dans le chat, la différence entre la réincarnation et la transincarnation. Mais ça peut, soit ça vient de vie parallèle, soit ça vient de vie successive. Sachant que dans une certaine dimension que vous allez prendre bientôt, on vit tout en même temps. Mais ça, on va pas trop complexifier. Allons-y. Ouais. Alors, bon, par quoi on commence? On va commencer par cette question finalement. Alors, c'est quoi la réincarnation? Peut-être avant de rentrer dans la transincarnation, c'est quoi la réincarnation? Parce que parler de l'incarnation, je pense que toutes les personnes qui nous suivent ce soir, elles sont au courant du principe, de l'âme, de s'incarner dans ce monde en 3D pour vivre des expériences et puis pour aussi diverses et variées qu'il soit possible de vivre pour, en cheminant à travers toutes ces existences, développer finalement l'amour dans tous les contextes de vie qu'on peut être amené à traverser, quoi. Donc une réincarnation. La notion de réincarnation qu'on appelle aussi parfois transmigration dans certaines langues, etc., qui n'est pas admis dans toutes les religions, même si on en trouve des petits morceaux un petit peu partout. Transmigration? Ouais, la transmigration, le fait de changer de corps, c'est quand l'âme change de corps, on appelle ça la transmigration. Tu le retrouveras sous ce terme dans plein d'ouvrages. Bon, alors cette notion-là, elle implique aussi une notion d'évolution. Alors déjà, il y a eu entre guillemets, une première révolution dans les années 50, où certains canaux de l'époque, et ils existent, mais j'allais presque dire, même dans le livre des médiums, qui est le livre d'Alan Kardec, qui raconte un peu ce qu'est l'après-vie et toutes ces histoires-là, on en entend un petit peu parler. Il y a une notion qui est que ces réincarnations, donc déjà dans la réincarnation, tu prends un bonhomme ou une femme, peu importe, tu prends une âme, et tu la fais vivre de manière successive plusieurs existences. Ouais. Alors, ça c'est bon. La première révolution, elle a commencé à dire, et ça a commencé à faire mal la tête aux gens, les réincarnations ne sont pas forcément successives. Donc, c'est pas parce que tu es né en 1700 que le prochain va naître en 1800, le suivant en 1900, le suivant dans l'année 2000, etc. Eh ben non. Tu peux naître en 1700, dans ta vie d'après, partir en 2100, et faire la suivante en 1492. En fait, c'est comme si tu choisissais un costume. Tu choisis, tiens, pour vivre telle expérience d'amour et pour connaître ce qu'est un amour contrarié, par exemple, ou la déchirure des familles, par exemple, je vais aller vivre en Allemagne de l'Est dans les années 70 ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu te crées ton expérience. On va en parler après, mais tu choisis ton incarnation. Tu choisis le lieu, la planète, le temps, l'espace. Tu choisis ton temps. Donc, c'était déjà assez perturbant d'entendre ça de la part de certains canaux et médiums, de se dire, mince, ces histoires de réincarnation ne sont pas successives. Mais ça commençait déjà à expliquer certains phénomènes, pourquoi certains ont des visions du futur aussi bien prononcées, alors que si on suivait la règle de réincarnation, on ne devrait pas connaître ce futur-là, vu qu'on n'y est pas. Vous apprendrez bientôt que c'est le futur qui nous rejoint et pas l'inverse. Donc en fait, on peut très bien avoir vécu une vie dans le futur et revenir dans le passé pour dessiner des trucs qu'on voit dans le futur. Je te dis une bêtise, c'est pas une bêtise d'ailleurs. Le dessinateur d'une série américaine qui s'appelle Star Trek, si tu regardes la moitié de ce qu'il a inventé, à l'époque, c'était complètement fantasmagorique, et aujourd'hui, on l'a tous dans la main. Hein, c'est ça. Les portes qui s'ouvrent toutes seules dans le vaisseau, l'Enterprise, c'était quand même le premier vaisseau où il y avait des portes qui s'ouvraient toutes seules. Hein. Ça n'existait pas. Même les portes d'ascenseur de l'époque étaient encore des trucs où tu tirais une espèce de volet pour fermer l'ascenseur. Donc ce mec, il est bien fallu qu'il pioche quelque part. Et il a été pioché, en fait, dans une espèce de mémoire du futur.
Tu as fait une interview, je crois, il n'y a pas longtemps, avec quelqu'un qui se souvient du futur. Jocelyn Morisson, ouais. Voilà. Et demain, il y a Romuald de Leterrier, son acolyte, son co-auteur, hein, qui va venir aussi exposer son point de vue. Et en fait, donc il y avait déjà cette notion de vie successive. La transincarnation, c'est que les guides sont venus me dire, simplement comprenez bien, je te fais un résumé, parce qu'évidemment, tout est plus détaillé dans le bouquin. Mais oui. En gros, c'est l'âme, elle a la volonté d'exprimer l'amour. Effectivement, tu as raison, c'est notre but principal. Donc, quand on me demande quelle est ma mission, on n'en a qu'une, c'est d'aimer et d'apprendre à aimer. Sachant qu'aimer, ça se transforme en être en paix et être relié à tout et au tout. Il faudra enlever le mot amour et mettre paix à la place, on serait plus juste humainement, on comprendrait un peu plus de quoi on parle. Ouais. Dès que tu dis amour, les mecs, ouais, c'est bon, c'est bisous nounours, machin. Non, à terme, oui, mais pas tout de suite. Et donc, ton âme, elle a une grosse fonction en amour. Simplement, elle se dit, et ton âme, tu vois, ton âme, ta conscience supérieure, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le livre, elle a une envie, c'est sans être vache, d'aller le plus vite possible. Or, on sait bien que pour être efficace, vaut mieux envoyer une équipe qu'un seul bonhomme. Donc, elle se dit, j'ai une espèce de mission transversale, mais je vais envoyer plusieurs personnes en interaction les unes avec les autres, elles vont obtenir le résultat que moi, je veux. C'est un peu compliqué, parce qu'au début du bouquin, on explique comment cette conscience supérieure, qu'on peut appeler comme on veut, parce qu'elle est elle-même issue d'une autre conscience supérieure qui est issue de Dieu, donc il y a une espèce de hiérarchie et de pyramide comme ça. Oui, tu exposes Dieu, tu exposes la divine présence je suis, et la conscience supérieure, à partir desquelles, justement, il peut y avoir plusieurs transincarnations. Comment ? Et nous, en dessous, ouais. Une espèce de pyramide. Ouais. Et cette conscience supérieure nous a créé, donc elle a créé une team, hein, on va appeler ça comme ça, une équipe, qu'elle va envoyer en même temps. Et pourquoi elle fait ça ? Tu t'imagines bien, et c'est ce que disent tous les guides à peu près aujourd'hui, qu'on a tous, on est là depuis un bon bout de temps, Jocelyn, entre guillemets, sur Terre et sur d'autres planètes. Hein. Donc, pas regarder que la vie sur Terre non plus, ce serait trop simple. Mais donc, on est là depuis pas loin de 200 fois. C'est ce que pose Edwige dans le chat, si je la regarde. Oui, on est là depuis 200 à 300, depuis pas loin de 200 fois. Donc, t'imagines que si on devait devoir, entre guillemets, comme le pensent certains, régler le karma de ces 200 incarnations, mon pauvre ami, tu peux commencer demain matin, tu t'en sortiras jamais. Donc, et ça, ce serait oublier l'intelligence divine qui est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire le fait que tout est à zéro à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on revient, on est à zéro. Mais on n'est pas à zéro tout seul. C'est ça qui est intéressant. On est à zéro en équipe. Donc, en fait, qu'est-ce que fait la conscience supérieure ? Elle va décider d'incarner une équipe de personnes. Pour le moment, je vais parler comme ça. Combien sont-ils ? Effectivement, entre 6 et 12, et à mon avis, il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dû venir à 2 ou tout seul, et puis il y en a, ils vont devenir à 20. C'est difficile à définir. Donc, les guides m'ont donné une moyenne qui était de 7. Ouais. 7. On dit que c'était la moyenne. D'accord ? Ce chiffre 7, d'ailleurs, qu'on retrouve très souvent dans tout un tas de bouquins aussi. Mais alors, quand il envoie les 7, il s'arrange pour que tout soit gradué. Donc, en fait, il va t'envoyer, il envoie un des 7 vivre une existence, on va dire, d'un voleur, violeur, tueur, pour faire une caricature, qui lui devra apprendre l'amour en se disant il faut peut-être que j'arrête mes conneries et que je passe à autre chose. Et pour lui, l'amour, ce sera déjà ce pas de passer de je suis un tueur à je respecte la vie. Et il aura déjà appris cette gradation d'amour qui est quand même pas la plus haute qui soit, mais quand même. Et puis, à l'autre bout de tes transincarnations, il va y avoir un mec qui va être un espèce de saint, quoi. C'est un mec, il arrive, il est déjà il est né, c'est déjà un bisounours, quoi. Alors, pour cela, je les plains parce que toute leur vie, c'est le monde est cruel, les gens sont méchants, qu'est-ce qu'on fout ici ? Mais quand même, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils sont déjà dans une bonne dose d'amour. Et tu as donc compris que cette histoire de karma, elle est alignée dans toute ta team. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui fait du mal, à l'opposé, il y en a un qui va faire du bien autant qu'une de ces transincarnations aura fait du mal. Et c'est en équipe. C'est ce que j'explique à un moment dans le bouquin, enfin, c'est ce qu'expliquent les guides. À chaque fois que je dis je, c'est une erreur de syntaxe. Hein. Je devrais dire c'est ce qu'ont expliqué les guides. Mais en gros, s'il y en a un qui a volé 20 000, je crois que je donne l'exemple là, il donne l'exemple 4 000 $, oui. Je ne sais plus combien ils mettent dans le bouquin. 4 000 $. Il faudrait que je relise mon livre parce que tu te rends compte c'est que 4 000 $. Ouais, 4 000 $. Il y en a un qui vole 4 000 $. Et vous êtes à 8. Eh bien, les 7 autres vont devoir, soit les 7 autres remboursent ces 4 000 divisé par 7, soit il y en a un qui a 10 000 qui va partir. Comment ça se passe ? T'as rien demandé, puis un jour tu reçois une facture de 10 000 $.
Et tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de m'apprendre l'univers avec ça? Bah rien, tu payes pas pour toi, tu payes pour l'autre couillon qui a piqué c'est 40 000 ou c'est 4 000 $ derrière, et tu es en train de payer pour quelqu'un d'autre sans le savoir, sachant, on va en parler après, que tout ça, c'est une notion d'échange. Que tu fais pour lui, il va le refaire pour toi à un moment. Hein. Et tout ça est bien échangé. Donc, tu vois que ce karma est équilibré. Donc, la transincarnation, pour reprendre la définition, c'est le fait de vivre plusieurs vies dans différents temps et dans différents espaces, tout en étant relié à la même conscience supérieure. Donc, tu as eu 7 personnes en moyenne qui vont vivre dans différents temps et dans différents espaces et qui vont interagir les uns avec les autres depuis leur temps et depuis leur espace. Et donc, tu passes en paquet de 7. Et quand je dis en paquet de 7, pour répondre à la question qui était posée, que j'ai eu un peu en travers. Donc, mais tu as l'œil, hein. J'ai peut-être mal lu, j'ai l'habitude, voilà. Et en fait, quand on dit qu'on a 200 existences, imagine, on en a, je prends toujours mon Rubik's Cube parce que ça explique bien. Ah, je vais te demander si tu l'avais justement, super. Eh ben oui, je l'ai, tu penses. On en a 200 comme ça, où on est unique. Mais on en a peut-être 200 où on est 7. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se réincarne, tu attends que tout le monde soit rentré à la maison et tu relances un paquet. Tu relances les dés et on recommence. C'est-à-dire que tu te réincarnes tout le temps avec la même équipe de 7, plein de fois successives. Ce qui est terrible, c'est que dans l'ancienne notion de réincarnation, et ce dont on ne s'aperçoit pas, parce que c'est très complexe parfois franchement, c'est très complexe de distinguer une réincarnation d'une transincarnation. Dans tous les cas, tu es relié à la même conscience supérieure. Ils sont tous, tôt ou tard, reliés à la même conscience supérieure. Ça veut dire quoi? Parce que pour cette conscience supérieure, le temps n'a pas d'influence, en fait. Est-ce que cette conscience supérieure, ça peut être cette notion d'âme? Parce qu'on entend plus souvent parler d'âme, tu sais, dans le développement personnel ou spirituel. C'est compliqué parce que tu vas voir que d'une personne à l'autre, tu n'auras pas la même définition de l'âme. Ouais, la définition que les guides m'ont donnée de l'âme, c'est ce qui est connecté entre tous les corps. C'est-à-dire, c'est ce qui me connecte à Dieu. Mais comme ça me connecte à Dieu, ça me connecte aussi à la conscience supérieure, ça me connecte aussi à la divine présence je suis, Aya. Et en fait, l'âme, c'est un truc qui oscille sans cesse entre le monde de la forme et du sans forme, et qui tout le temps va chercher des informations pour réactualiser un moment présent. Tu es tout le temps en train de te réactualiser. En fait, tu es une information qui se réactualise en permanence. Comme sur cet écran-là, l'image, elle est tout le temps en train de se réactualiser. Ouais. Mais on a un avantage, c'est qu'on est encodé comme ton écran. Et l'encodage de ton écran, il fait que les pixels qui sont modifiés ne sont que ce qui a changé. Et en fait, c'est pareil dans ta vie. Ne change dans ta vie que les nouvelles croyances que tu vas y mettre. Ça va créer une nouvelle image. Si tu as des nouvelles croyances, tu vas créer une nouvelle image de ton existence, une nouvelle image de toi-même. Ah, ça, c'est l'âme qui fait ça. C'est l'âme qui fait ça. C'est cette fonction d'âme qui fait que tu es tout le temps en discussion, sans le savoir, avec ta partie supérieure. Et l'âme, c'est ce qui nous relie à notre puissance supérieure. Donc, cette équipe, elle travaille... Je vais te poser des questions, d'ailleurs. Et moi, je pourrais partir pendant des heures et c'est pas terrible. Ouais, bah après, c'est génial, mais ça m'amène 10 000 questions parce que ton livre, en fait, il m'a vraiment, moi, bousculé dans ma façon de voir, tu vois, les vies passées, la notion de temps. Donc aujourd'hui, c'est encore un petit peu flou, hein, je reconnais. Mais donc, bon, là, je sors un petit peu du contexte, mais c'est peut-être pour clarifier cette notion de conscience supérieure qui finalement est peut-être le terme que pas mal de gens utilisent pour parler de l'âme. Quand quelqu'un dit qu'elle fait une lecture d'âme, par exemple, en fait, elle fait plutôt... Elle fait quoi? Elle fait une lecture des annales akashiques ou alors elle se connecte à la conscience supérieure de la personne? Parce que si l'âme, c'est cette trame informationnelle qui fait le lien, on ne fait pas de lecture d'âme, en fait. Il n'y a pas de définition. Encore une fois, ça dépend des gens. Moi, quand je fais une lecture d'âme, ce que j'appelle moi une lecture d'âme, c'est d'aller rechercher ce que ta conscience supérieure va te faire travailler cette année. Par exemple, oui, d'accord. Si je fais une lecture d'âme, je vais aller j'utilise des cartes pour ça, mais je vais, comme support, parce que ça aide c'est un support intuitif, hein, de temps en temps, j'utilise des cartes aussi. Ça permet d'aller lire ce que ton âme te veut, donc ce que cette conscience supérieure, dans un premier temps, hein, te cherche cette année. Qu'est-ce qu'elle va te faire travailler? Quels sont les pour et les contre? Quels sont les potentiels? Quelles sont tes opportunités, tes menaces? Un petit peu ça, c'est ça une lecture d'âme. Mais il y en a qui vont te parler de lecture d'âme pour dire « je ne vais lire que tes potentiels ». C'est aussi une lecture d'âme.
Certains appellent ça une lecture de structure. Christophe Alain, il va plutôt parler, par exemple, de lecture de la structure. Et il n'aurait pas tort. C'est une lecture de structure ou une lecture d'âme. On est en train de parler de la même chose. C'est compliqué parce que, quelque part, tôt ou tard, dans ce mot âme, tu vas comprendre qu'on est tous un. Donc, quand tu fais une lecture d'âme, j'ai envie de dire jusqu'à quel niveau tu vas. C'est un petit peu comme quand on te parle de niveau de conscience. À quel niveau tu vas lire le mot âme? Si je lis à un niveau de conscience normal, eh ben, tu vas le lire en disant c'est cette structure qui est dans mon corps et qui représente son énergie. Elle n'est pas le corps, mais elle est ce qui porte le corps. On va dire ça à peu près comme ça. Si tu regardes dans un état qu'on appelle un état modifié de conscience, alors à ce moment-là, l'âme, tu vas peut-être l'assimiler au corps astral. Certains le font. Et tu vas dire que c'est la partie qui voyage, qui va dans un autre temps et un autre espace. Et finalement, tu vas te rapprocher plutôt de ce qu'on appelle la conscience que de l'âme. Et puis, à un autre niveau, tu vas dire que ton âme, c'est en fait ton supérieur. J'obéis à mon âme, mais tu vas comprendre que ton supérieur a un supérieur qui a un supérieur, et que plus tu montes en étage, moins il y a de commandements. Ça par contre, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais plus tu descends, plus il y a des commandements et plus il y a des règles duels, et plus tu montes, moins c'est duel, moins il y a d'ordre. Plus tu montes, plus tu as affaire à des gens qui observent, mais qui ne jugent pas et qui critiquent pas, et plus tu descends dans la matière, plus tu obtiens des gens qui jugent et qui critiquent. Donc en fait, l'âme, pour reprendre la définition que m'ont donné les guides, te permet d'être relié à tout ça. Et quand on fait une lecture d'âme, c'est comme si tu allais un peu lire le plan. Et effectivement, le plan, là, tu as raison, il se lit dans une structure d'information qui s'appelle les annales akashiques, oui. Si tu veux, avant de signer sur Terre, j'allais dire, il y a moyen d'aller lire le contrat. De là, mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que ce contrat, il est évolutif. Il n'est pas écrit et taillé dans la pierre et dans le marbre. Il donne des grosses étapes que tu veux vivre dans ton existence, mais il est loin d'en donner tous les détails. Pas autant qu'on l'imagine. Certains, oui, mais pas tous. Ouais. Donc, si on reprend l'idée, avant de s'incarner, il y a une forme de conseil qui s'établit, où on va dire que la conscience supérieure, alors là, il va falloir que tu surveilles, hein. La conscience supérieure, elle va... choisir en fait dans l'expérience de vie qui sera le partenaire de vie, donc par exemple le mari, une femme qui va s'incarner. C'est pas la conscience supérieure qui fait ça. Alors voilà. La conscience supérieure, elle a un commandement. Si tu veux, c'est un petit peu le patron qui réunit les 7-8 qu'il a créés. Alors il est malin quand il les a créés suffisamment, souviens-toi, suffisamment différents pour qu'ils aient des désirs différents. Que tu vois, dès que tu crées, encore une fois, dès que tu crées une couche, tu crées une espèce de séparation. Alors, on ne l'est pas à un certain niveau, encore une fois, mais de différence. Ouais. Déjà, un petit peu homme-femme, et puis, n'oublie, alors, dans les transincarnations, c'est des cas particuliers, mais il y en a qui peuvent avoir une transincarnation sur Orion et une autre sur Terre. Ça peut donner des trucs assez chelous. Mais, en fait, ce que ta conscience supérieure dit à chaque fois, chers amis, je vous ai réunis. Souvenez-vous, nous sommes là pour continuer à évoluer dans l'apprentissage de l'amour, dans l'apprentissage de ce qui vous relie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et tu peux avoir un personnage, dans mon bouquin, je l'ai appelé Sophia, par exemple, qui dit « Oh, ben tiens, moi, j'aimerais bien connaître un seul homme dans ma vie parce que j'ai envie de développer l'amour de mon métier. » Parce qu'il y a un type d'amour particulier. J'ai envie de développer un amour relationnel avec des clients, mais j'ai pas envie de me faire chier avec les mecs cette fois-ci. Mais voilà, je veux développer cet amour-là. Sauf que pour qu'elle fasse pas ces tests habituels que font les gens, il y a une autre entité, une autre âme qui va dire, bon, bah, très bien, pas de souci, chère Sophia, moi, je vais aller dans le passé, je vais être une prostituée, je vais me taper tous les mecs qui vont passer, et puis au bout de 40-50, dans ma tête, j'aurais compris que c'est tous les mêmes, enfin, peu importe. Dans cette époque-là, elle aura décidé de vivre ça. Et tu vois, quand elles auront vécu, ils vont vivre ça dans des temps parallèles, mais ils vont se donner l'information. Et il y a un moment où Sophia, quand elle va rencontrer son premier mari, qui sera le bon, elle va pas se dire oh ben faut peut-être que j'en essaye un autre. Il y aura quelque chose à l'intérieur d'elle qui va l'informer, qui va dire oh là là, je suis pas dupe. Tous les mecs sont pareils, faut pas déconner. Donc elle aura cette espèce d'intelligence et cette espèce de connaissance qui lui tombe dessus, mais qui lui viendra en fait d'une autre énergie qui aura fait cette expérience-là. Alors évidemment, il y a ses copines qui vont dire « Oh, t'es fou, faut pas coucher avec le premier, faut que t'en essayes plein, puis tu trouveras le bon. » Et puis cette Sophia qui dira « Non, mais vous êtes complètement débile. T'es la première à me dire que c'est tous les mêmes. Alors pourquoi tu veux que je le sache alors que tu me le dis ?»
Enfin, tu vois le type de conversation à dessous qu'on a. Ah ouais. Donc, il y a un transfert d'informations de transincarnation en transincarnation, d'où l'utilité de vivre des expériences pour s'inspirer les uns les autres, quoi. Oui. Mais par exemple, en échange, cette Sophia peut dire, mais par contre, ça, j'ai pas tout dit dans le bouquin, tu sais, il y a toujours des chapitres que je mets pas parce que, peu importe. Mais peut-être que cette conscience qui s'appelle Sophia, d'ailleurs c'est le cas, à un moment, elle va dire, oui, mais moi dans ma vie, par contre, je voudrais faire partie aussi un petit peu de la haute société. Et quand je ferai partie de la haute société, je t'enverrai ce qu'on ressent quand on est dans la haute société. Donc Sophia, dans son futur à elle, va vivre dans la haute société et va envoyer dans le passé l'envie à cette prostituée d'être dans la haute société, qui va en profiter pour coucher avec un baron et qui va devenir Madame la baronne. Donc tu vois à quel point les deux se seront aidés, puisque Sophia, dans le futur, aura appris à l'autre, une autre version d'elle-même, j'allais dire, une autre transincarnation. Dans le passé, comment on se comporte avec les gens de la haute société, comment on peut leur plaire, qu'est-ce qui fonctionne, parce que sans être vache, la haute société du XVIIe siècle et celle d'aujourd'hui, il y a 2-3 questions à se poser. J'ai l'impression que Napoléon est de retour, d'ailleurs. Mais ça pose 2-3 questions. Et tu vois, il y a toujours des échanges. Tu fais ça pour moi et moi, je fais ça pour toi. Et ce grand conseil, il sert à ça. Il y a un moment, peut-être quelqu'un qui veut vivre une expérience terrible. Qui, moi, je veux connaître l'amour. Admettons, imagine le pape Jean-Paul II, là. Jean-Paul II, il fait sa revue de transincarnation en disant, moi, je serai pape. Donc, l'amour sera ma vocation. Enfin, peu importe. Il y en a qui vont dire, tu te rends compte de ce qu'il a fait le pape? Oubliez tout ce qu'il a fait ou pas fait. On va juste s'intéresser à un épisode qui est celui où il se prend une balle. Quelqu'un lui tire dessus. Et il faut qu'il trouve quelqu'un dans la pièce pour dire, je veux connaître, je veux être capable de pardonner à celui qui m'a offensé. C'est une parole de Jésus, mais j'ai pas compris ce que ça signifie. Donc moi, je désire vivre l'expérience de quelqu'un qui aura à pardonner à celui qui m'a offensé. Et donc, il cherche quelqu'un qui va lui tirer dessus. Et il faut un mec qui soit là dans ses transincarnations, et c'est souvent le mec qui l'aime le plus. À quel point faut-il aimer quelqu'un pour accepter de lui faire du mal parce qu'il vous a demandé de lui faire du mal? Il faut réfléchir à ça parfois. Oui, et finalement, le tueur, entre guillemets, celui qui a tiré sur Jean-Paul II, était une de ces transincarnations. Parce que les transincarnations peuvent vivre dans le même temps et le même espace. Ou, s'il ne trouve personne dans ces transincarnations, je l'ai écrit, c'est plus ou moins suggéré, mais je te le dis carrément, il y a aussi, tu peux faire appel à une autre équipe. Parce que tu es peut-être une équipe de 8, mais tu as le droit de discuter avec d'autres équipes de 8. Et c'est là la nuance, d'ailleurs, avec ces histoires d'âme sœur. L'âme sœur, c'est une autre équipe de 8. L'âme jumelle, j'en parlerai pas, mais je fais juste un raccourci. L'âme jumelle, c'est la même équipe de 8. L'âme sœur, c'est une autre équipe de 8. Si tu parles à quelqu'un, vous n'avez pas la même conscience supérieure, mais vous allez vous rassembler quand même. Et donc, ce fameux conseil avant de sauter dans le vide et de te retrouver dans le bon temps, dans le bon espace, dans la bonne dimension, etc., il y a effectivement ce petit travail d'équipe, ce petit, brainstorming d'avant. Et paradoxalement, c'est ce brainstorming d'avant le grand départ pour l'incarnation qui fait qu'on n'a pas énormément de libre arbitre, puisqu'en fait, tu as déjà décidé de ton plan d'existence et de ce que tu allais aimer avant. Donc, il y a des étapes qui sont inévitables dans une existence, c'est ce que tu nous dis. Il y a vraiment Alors, j'ai une bonne nouvelle. Depuis 2012, le livre des annales akashiques est assez souple. C'est ce qui permet à des tas de gens d'utiliser l'hypnose régressive pour aller faire des petites modifications parfois. Maintenant, il y a quand même des trucs qui sont un peu moins irrévocables, comme ces fameux contrats d'âme. C'est que cette Sophia qui a décidé de connaître qu'un mec et qu'il fallait que les autres, machin, tu vas pas tellement y échapper à celui-là. Ou alors, il faut que tu trouves un moyen, et c'est écrit dans la deuxième partie du bouquin, j'allais dire d'aller renégocier ton contrat d'âme. C'est-à-dire d'aller renégocier ce que tu as décidé de vivre pour l'autre. Encore faut-il le savoir. Et là, c'est pareil, il y a des moyens de le savoir. Et donc, si c'est des contrats d'âme, tu n'y échappes pas. Si par contrat d'âme, tu as décidé de mourir pour quelqu'un, ou tu as décidé de... Tu vas pas pouvoir tellement y échapper, sauf à renégocier ça. Et sans être vache, j'allais dire, ça c'est un truc qui marche une fois sur deux, la négociation de contrat d'âme, mais pas à tous les coups, loin de là. Loin de là. Même si je l'ai cru à un moment, quand j'ai écrit Transincarnation, j'ai bien pris conscience que ces contrats d'âme, ils étaient quand même un petit peu plus écrits dans le marbre que je l'avais imaginé. Mais il y en a qui arrivent quand même à négocier de temps en temps. Donc le contrat d'âme, c'est vraiment des grandes lignes, c'est-à-dire c'est un petit peu comme la valeur que la personne est venue expérimenter dans sa vie. C'est
La condition sine qua non. Alors, tu fais une différence avec la mission de vie, et ça fait du bien d'ailleurs. J'ai apprécié de lire ce passage. La différence entre un contrat d'âme et une mission de vie. Est-ce qu'on a une mission de vie Encore une fois, en s'incarnant? notre mission dans la vie, la seule, c'est d'aimer. D'ailleurs, tous les gens qui meurent, qu'on fait des NDE ou qu'on appelle maintenant des espérances de mort provisoire, clairement, la question qu'on leur pose, c'est est-ce que tu as bien été élevé des chefs dans le Larzac comme c'était prévu? Il n'y en a pas un à qui on a dit ça. Pas un. On va tous poser la même question. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour ton prochain? C'est les deux questions. C'est pas la Gestapo, ils posent que deux questions, les mecs. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour ton prochain? On voit dans cette revue de vie un petit peu tout ce qui s'est passé. Et alors, il y a une revue d'incarnation et une revue de transincarnation. C'est ce qu'on explique dans le bouquin, mais c'est l'étape d'après. Alors, les gens sont déjà perturbés par la revue d'incarnation. On va pas parler de la revue de transincarnation. Mais notre mission, c'est d'aimer. Donc, en fait, ça veut dire, pour dire aux gens, ta mission, c'est trouve l'endroit où tu es le plus en paix et le plus en joie, et c'est ça ta mission. Et ta mission, ça peut être soit des choses un peu comme ça, trouver la paix et la joie, d'accord? Et puis 10 mois plus tard, ça te met plus en paix, ça te met plus en joie, puis tu changes, et tu es encore dans cette mission que tu t'es donnée, tu es encore dans ton plan d'âme. Et souvent, ces missions tournent quand même autour de qu'as-tu fait pour ton prochain. Donc, de l'attitude à développer avec les autres. Maintenant, je vais être très clair. Certains décident de vivre des vies en touriste. C'est-à-dire d'être un petit peu en freelance, j'allais dire, de pas tellement dépendre de leur transincarnation, d'être un petit peu à leur service de temps en temps, mais j'allais dire, c'est du contrat ponctuel. Il y en a qui sont en CDD, d'autres en CDI. Ils sont tous en transincarnation et c'est un peu plus complexe. Mais il y en a dont la mission, par exemple, c'est d'aller engueuler quelqu'un dans la rue. Ce qui m'expliquait les guides. Ils disent, et je l'ai connu en plus dans une séance de coaching, où quand tu demandes au guide, la dame, elle dit, c'était quoi ma mission dans cette vie? Et le guide qui lui dit, c'était d'engueuler le clochard comme tu l'as fait la semaine dernière. Et la dame, elle dit, oh, mais tu vas pas peur. Et le guide qui explique, oui, mais ce clochard que tu as engueulé la semaine dernière en lui disant, tu peux te bouger le cul au lieu de vendre de la drogue dans la rue, machin, nous faire croire que, enfin, peu importe le profil, secouer un peu ce personnage, donc tu vois, être dans une attitude véhémente, alors qu'on s'imagine toujours que la mission, c'est un truc où tu dois être paix, joie et amour, là. C'est pas vrai. Parfois, il y a quelque chose en toi. Et le guide de lui dire, oui, mais sauf que cet homme-là, un jour, tu le reverras et tu comprendras que tu lui auras fait du bien. Ça n'a pas raté. La semaine d'après, la dame, il y a quelqu'un qui sonne à sa porte en costume et qui dit, voilà, maintenant, je suis représentant chez Peugeot. Et c'est grâce à vous, madame. Génial. Le mec, il est passé de la rue à représentant chez Peugeot. Dire, c'est pas, j'ai rien contre les représentants. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas non plus anobli. Mais ça faisait partie de sa mission d'âme. Sa mission d'âme, c'était de transformer ce mec pour qu'il passe d'un monde où, avec un peu d'argent facile en vendant de la drogue, à un truc plus carré, plus correct, plus intègre. Parce que dans les valeurs d'intégrité, il y a des valeurs d'amour aussi. Donc, tu développes, j'allais dire, tout ce qui t'amène. On est sur Terre pour échapper à deux choses en parallèle. Une chose qui s'appelle les péchés capitaux, l'avarice, la jalousie, la gourmandise, la luxure, etc. On est là pour échapper à ces péchés capitaux et aussi essayer d'échapper, j'allais dire, à ces 7 blessures de l'âme, 5 blessures de l'âme, pardon, qui ont été décrites par Lick Bookboo. Attends, c'est trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Donc ça fait 5. Ouais, c'est ça. Ouais, 5. Et t'es là pour guérir ces blessures-là. Donc tu te donnes une blessure avant d'arriver à traiter et tu te donnes en même temps quelques petits défauts quand même. Donc tu alourdis un petit peu la cuirasse. Mais il faut savoir que c'est important d'alourdir la cuirasse. Sinon tu décolles un peu vite. Tu décolles un petit peu trop vite. Et vous regardez que, franchement, dans l'histoire, les gens qui sont des saints, ça termine souvent mal. Hein. Si vous regardez l'histoire des saints dans l'humanité, ils ont été décapités, violés, brûlés, machin. Bon, ça fait pas envie plus que ça, quoi. Donc, à un moment, tu décides de t'alourdir pour rester. Et il faut comprendre que nos défauts nous permettent parfois de rester sur Terre, de faire avec, de continuer à développer un maximum d'amour, malgré ces défauts un petit peu intrinsèques, où on peut, entre guillemets, améliorer, faire avec, passer dessus, et pas forcément les mettre en avant. Donc, tu vois que la mission, imaginer qu'on nous a envoyés sur Terre et que si tu fais pas ta mission, tu vas être malheureux toute ta vie, c'est une connerie.
Et imaginez, si tu fais pas ta mission, tu remontes là-haut, et l'autre, il te dit, putain, tu recommences, tu te rends compte, tu l'as pas fait, et imaginez qu'on va perdre une vie. Ah, moi, je voudrais faire ma mission parce que on me le dit tout le temps. J'ai l'impression que je suis en train de perdre ma vie et que ça sert à rien. Mais tu ne sais pas ce que tu as dit ou ce que tu as fait, une parole que tu as prononcée et qui a peut-être transformé quelqu'un à vie. Simplement, tu t'imagines toujours que la mission, c'est un truc qui doit durer 20 ans et être difficile. La mission, les micro-missions, parfois, c'est 2, 3 paroles que tu as prononcées. Et c'était ça, le truc. Donc, je dis aux gens, lâchez-vous le pompon avec cette histoire de mission, là. Arrêtez de vous faire du mal. Il y a des bouquins qui existent là-dessus et qui sont plutôt bien faits, mais qui t'amènent à quoi? Ces bouquins t'amènent à trouver qu'est-ce qui amènerait de la joie dans ta vie. Eh ben oui, on est d'accord. On peut appeler ça la mission, mais sans oublier que ce qui t'amène de la joie dans la vie, on est humain, ça peut changer. Imagine par exemple, tu vis de la joie dans la vie en étant un artiste, quelqu'un qui peint énormément. Puis du jour au lendemain, tu n'as plus cette envie. Pourquoi? Je vais te le dire, parce que tu as une de tes transincarnations qui, elle dit, moi, ton côté artistique, il m'arrange bien, je voudrais terminer ma carrière à faire des tableaux. Et je vais t'échanger ça contre un autre truc. Et vous avez fait un échange en cours de route où toi, du jour au lendemain, peindre, tu n'en as plus envie. La transincarnation, elle, par contre, d'un seul coup, elle a envie de peindre. Et ce que faisait la transincarnation, qui, par exemple, était menuisier, d'un seul coup, toi, tu as envie de fabriquer des bateaux. Et tu dis, mais complètement en con, j'étais peintre hier, et là, j'ai envie de faire des bateaux. Sauf que tu es toujours dans ton truc et que tu es toujours dans ton kiff. Donc, tu peux faire des échanges comme ça, de fonctions, de métiers, et que ça reste, entre guillemets, ta mission, que ce soit un excellent support pour développer une autre occasion d'aimer. Et donc, qu'est-ce qui explique le phénomène que c'est quelque chose qui se produit beaucoup plus? Tu vois, la génération de mes parents, par exemple, mon père, il a passé, je crois, toute sa vie à faire quasiment le même travail sans remettre en question ça. Alors que ceux de ma génération, par exemple, ils s'engagent dans quelque chose, souvent avec plus ou moins de passion, on va dire, et puis ça va durer 2, 3, 4 ans. Hein, t'as remarqué que ça dure plus très très longtemps, ces cycles-là, et puis ils ont envie de passer à autre chose. Alors, comment tu l'expliques, en fait, ce phénomène-là? Deux phénomènes qui expliquent ça. Un qui est relativement bien expliqué par Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui s'appelle l'accélération du temps. Et on vit dans un temps accéléré. On est un petit peu comme au bord d'un trou noir sur ce que certains appelleraient l'horizon des événements. Bon, il y en a à qui ça va parler, d'autres non. En fait, on a une accélération temporelle et on a les dimensions. Il faut savoir que c'est des trucs qui font ça. C'est comme des brains, enfin des tranches, je ne sais pas comment on dit en français. En anglais, on dit brain, mais des vagues qui vont se toucher de temps en temps, tu vois. Et ces vagues, en ce moment, sont très rapprochées. L'avantage de ces vagues rapprochées, c'est qu'elles te donnent plus l'occasion de faire des échanges de contrats qu'auparavant. Il y a des zones temporelles de changement qui sont un peu plus fréquentes à titre individuel. À titre collectif, ça a à peu près gardé la même périodicité. Mais à titre individuel, ces brains, ces possibilités d'interchanger avec d'autres vies sont beaucoup plus fréquentes qu'auparavant. Avant, j'allais presque dire, on se met en 1920, tu avais 2 ou 3 occasions de faire des échanges, mais là, la conscience supérieure profite de cette accélération temporelle pour dire, vous aurez maintenant l'intelligence et la possibilité de faire beaucoup plus d'échanges. C'est un petit peu comme si les règles du jeu changeaient en cours de route. D'ailleurs, il y a un bouquin où à la fin, ils m'ont fait écrire, les règles ont changé, pour dire, maintenant, ça fait 10 fois que vous faites le tour au Monopoly, et maintenant, je décide qu'au Monopoly, quand tu tires les dés, tu peux aller en avant ou aller en arrière. Tu vois, tu changes la règle du jeu. Le jeu devient différent. Et tu dis, oui, mais moi, mon grand-père, il allait dans la rue de la Paix, il passait par la case de communauté, enfin, moi, tu vois ce que je veux dire. Il était obligé de faire le tour. Alors que nous, maintenant, tu peux passer de la rue de la Paix à la rue Belleville en criant lapin. Tu peux même passer au travers, pour le coup. Et c'est ça qui se passe. C'est que les règles sont assouplies. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de fin du karma depuis 2012, pas complète, mais en tout cas quelque chose qui fait qu'on a accès à beaucoup plus de légèreté de l'être. Cette légèreté de l'être, elle est en train, sur Terre en tout cas, elle est en train, il y a 4 bouquins à écrire, et cette légèreté de l'être, elle est en train de provoquer sur la Terre en ce moment le changement vers Terre 2 justement. Ouais. Imagine bien que quand tu as eu Terre 2, ça paraît un peu utopique. Un monde où on est tous en communauté, communautaire, où tout s'échange, j'allais dire où tout va bien, où tout est quasiment gratuit, où il n'y a pas cette notion d'argent. Donc, il fallait bouleverser le temps et l'espace pour passer d'une ère qui est celle qu'on vient de vivre à une nouvelle ère, qui est l'ère de Terre 2, par exemple. Donc, il faut un choc. Et ce choc, il est vécu sur 80 années à peu près. D'accord? Et là, on est à fond. Hein. Ça, tout le monde l'a remarqué. Qu'est-ce qui est en train de s'écrouler? Les dogmes.
on a commencé par casser le dogme de la religion et par dire c'est pas les religions qui vont me sauver, la plupart du temps ils se tapent sur la gueule. Là, qu'est-ce qu'on est en train de casser? C'est pas les scientifiques qui vont me sauver, la plupart du temps ils se tapent dessus, je sais même pas si c'est vrai ou faux ce qu'ils me racontent. Et puis pareil pour les politiques, donc tout ce qui était censé nous sauver, la politique, la science, la religion, pouf. Sauf qu'aujourd'hui, le peuple fait un peu avec, mais pas demain. Demain, il y a quelque chose en nous qui va pousser, qui va dire attendez, faut qu'on construise un nouveau modèle. Ça va être compliqué, mais il faut qu'on construise un nouveau modèle. Tu as parlé de nouveau paradigme derrière toi. J'aime bien le terme parce que le terme paradigme signifie des changements de règles et s'appuyer sur des nouvelles règles. Si tu regardes dans Terre 2, il n'y a pas le code civil épais comme ça. Il y a 12 règles pour régir la communauté. Et avec 12 règles, on régit la communauté. Ce qui est un petit peu la fondation, j'allais dire, d'une nouvelle Terre. Et donc, pour que ça se produise, il faut multiplier et accélérer les expériences. Sinon, en une existence, tu n'aurais pas envie de changer. Mais si tu crées sans cesse des envies de changement chez pratiquement tout le monde, eh bien, le jour où on leur dit il faut changer la planète, les gens, ils seront là, ils vont dire on est prêt. Alors que dans les années 40, tu leur dis on change la planète, on est seulement en paix entre deux guerres, là, foutez-moi la paix, quoi. Hein. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et on est dans cette période-là. Donc, on est dans une période d'accélération temporelle qui est faite exprès pour qu'on puisse modifier l'intégralité de ce qui est en train de se passer sur Terre, pour modifier l'expérience qui s'appelle Terre. Et donc, forcément, et alors, nous, notre génération, tu trouves déjà qu'on bouge. Alors, je peux te dire que la suivante, qu'on appelle hyperactive, là, la pauvre, mais en fait, la suivante, ça va être que ça. Et la suivante, est-ce qu'elle va venir ou est-ce qu'il y a déjà des nourrissons qui sont en route? C'est ceux qui ont 12 ans aujourd'hui dont je parle. Là. Ah, cool. C'est ceux qui ont une douzaine d'années aujourd'hui dont je suis en train de parler. Ils sont déjà prêts, hein. Ils sont déjà full équipe. Hein. Ils sont déjà full équipe. Ça fait chier les parents parce qu'ils ne savent pas gérer. Un coup, il est là, un coup, il est là, un coup, là, un coup, là. Ils démarrent des études de droit, ils terminent menuisier, ils ne comprennent plus rien. Putain, mais il dit, qu'est-ce que je vais faire de mon gamin? Il n'est pas stable. Il n'est pas stable parce qu'il veut tout faire et c'est génial. Il va falloir apprendre à faire avec ces enfants-là, mais c'est eux qui vont créer une société où tu pourras changer plus facilement qu'aujourd'hui. Et comment tu penses qu'on peut les encourager? Comment tu penses qu'on peut les encourager pour pas obstruer le chemin? Si on ne sait pas le faciliter, au moins pas l'obstruer. Tu sais ce qui me fait peur en France en ce moment, Jocelyn, c'est notamment une loi qui est en train de passer et qui dit que l'école laïque, classique, va être obligatoire jusqu'à je ne sais pas quel âge dans le système éducatif national et qu'en gros, des écoles comme Montessori, Steiner ou je ne sais pas quoi risquent d'être en danger. Risquent probablement d'être mis en danger. Alors que ces écoles et ces modèles d'école sont des modèles où c'est pratiquement l'enfant qui dirige l'enseignement. Bah ouais, c'est ça, ils étaient adaptés pour cette génération. Ouais. Bah ouais, le véritable modèle, il est fait comme ça. La nouvelle génération, elle est faite pour être celle qui décide de dire aujourd'hui, j'ai envie d'avaler plein de maths, j'avale des maths. Sauf qu'aujourd'hui, on a une société qui veut que on fabrique des singes qui grimpent aux arbres. Mais si par malheur, on a un poisson qui fait 300 km/h dans l'eau, on lui dit, mais t'es un gros connard, nous on t'a demandé de grimper dans l'arbre. Et l'autre, il est là, il fait, donc, c'est la belle image d'Einstein. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc l'idée, c'est que ces jeunes-là vont pousser eux-mêmes à fabriquer des nouveaux modèles. Et peut-être que ce sera ceux qui vont dire, on a été contraints pendant notre enfance à se renfermer, on veut être ceux qui vont permettre à nos enfants, parce qu'on est là aussi pour assurer que nos enfants ne vivront pas la même galère que nous, on est là pour assurer que la génération future, donc celle de ceux qui ont 12 ans aujourd'hui, qui vont faire des enfants dans 15 ans ou 20 ans, elle va préparer et dire non, moi je veux pas que mon enfant il vive les galères que j'ai vécues à l'école. Donc on va créer des nouveaux systèmes d'école et puis on va un petit peu forcer sur ce monde politique qui de toute façon aura changé pour aller le modifier. Et pour créer ces modèles-là, c'est pour ça qu'il y a énormément de transincarnations aujourd'hui, il y a énormément de groupes d'incarnation qui ont des vies dans le futur autant que dans le passé. Parce que pour créer un nouveau modèle, il faut bien que ce modèle vienne de quelque part. Et ce modèle va venir du futur. Et ce futur va venir influencer des gens qui sont dans le présent pour le construire. Ce qui est paradoxal. Et qui signifie donc que c'est le futur qui vient vers toi et pas toi qui vas vers le futur. Tu as l'impression que tu construis le futur, mais la réalité, c'est que le futur qui te dit ce que lui, il veut être. Ouais. Alors, selon le modèle de Philippe Guillemont, tu sais, il y aurait une multitude de futurs et c'est en fonction de l'adressage de notre conscience ou le fait de poser des intentions qui seraient justes en rapport avec soi qu'on va attirer le futur qui nous correspond. Aligner un certain temps, c'est-à-dire il faut une certaine constance dans la vision. Oui, la notion de constance, ça aussi, c'est super important. J'aime bien comme tu en parles. Oui, c'est clair. Que la notion soit constante dans le temps pour que tu puisses, on va dire, attirer le futur.
Mais c'est pas vrai. C'est pour que ce futur vienne à toi plus facilement. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. Et en fait, les coïncidences, tu verras, mais les coïncidences sont la preuve que tu as bien attiré le futur que tu voulais. C'est un petit peu une espèce d'acquittement pour dire c'est OK, c'est bien ça. Et donc, dans ces histoires de transincarnation, ce qui est intéressant dans l'époque qu'on vit maintenant, je veux bien comprendre qu'il y en a peut-être la moitié des spectateurs qu'on a peut-être vrillé à cette heure-ci, parce que c'est un nouveau concept. Je crois qu'il s'accroche. Il faut savoir qu'on a des espèces de vies, je parle pour nous qui vivons dans cette époque-là, on a des vies qui sont dans le passé pour nous rappeler certaines valeurs du passé, la permaculture qui est une valeur du passé, qui existait dans le passé, les valeurs de morale qui existaient dans le passé, tout des tas de valeurs un peu du passé, on dirait, et les mettre avec d'autres vies qui sont dans le futur et d'autres modèles de société. Donc, comment tu peux implanter des valeurs du passé dans un nouveau modèle de société? Eh bien, on en est là. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, nous, les pionniers de l'entre-deux-mondes, de ce monde du passé et de ce monde du futur qui se rejoint à l'intérieur de nous pour qu'on le fabrique. Et c'est ça qui est intéressant. Et s'il n'y avait pas ces transincarnations, j'allais presque te dire, s'il n'y avait pas de transincarnation, personne n'aurait jamais vraiment d'idée de ce qui peut être dans le futur. Sauf ceux qui auraient eu, et c'était le cas dans le passé d'ailleurs, ceux qui avaient des idées, un mec comme Nikola Tesla au hasard. Nikola Tesla est quelqu'un qui avait une transincarnation sur une autre planète, qui était 100 fois plus évolué que nous. Donc les concepts qui le traversaient étaient des concepts d'une autre planète, qu'il essayait parfois tant bien que mal de traduire dans son temps. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Tesla, il disait « Je communique avec les extraterrestres ». Je reste relativement convaincu que quand il disait ça, il était dans une espèce de channeling avec une part de lui qui vivait sur une autre planète. Et il n'était pas en communication avec des extraterrestres qui débarquaient chez lui le matin pour lui filer les plans, comme les humeaux ou les humides, par exemple. Mais c'était pas ça, le truc. Et donc, tu vois, c'est super intéressant de se dire, tout ça a un sens. Et parfois, je vis des expériences, et c'est ça qu'il faut retenir des transincarnations, c'est que parfois, dans la vie, tu vis des expériences qui ne sont pas pour toi, mais qui sont pour une autre incarnation, mais qui de toute façon te le rendra. Donc à chaque fois que vous dites « je comprends pas pourquoi j'ai vécu ça, je n'y trouve vraiment pas de sens », dites-vous que ça a un sens pour une autre de vos transincarnations, mais qui vous le rendra à un autre moment. Vous savez pas trop comment, vous savez pas trop sous quelle forme, mais il vous le rendra. Oui, ouais. Ouais. Alors, bon, dans le chat, tout le monde s'accroche. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas pris de questions pour l'instant, mais j'essaie de garder le fil sur Sylvain parce que bon, c'est pas encore complètement fluide, mais ça s'éclaircit. Hein, vraiment, c'est génial. Alors, j'aimerais du coup qu'on parle un petit peu de cette capacité qu'on a, parce qu'en fait, tu donnes des exercices pratiques et tu nous l'expliques aussi qu'on peut rentrer en conscience, comment dire, en communication. Bon, c'est pas forcément possible pour tout le monde, tu nous préviens aussi, mais rentrer en communication avec certaines de nos transincarnations pour solliciter en fait des compétences dont on aurait besoin aujourd'hui dans cette incarnation-là. Ça, c'est génial, ça. Ça reprend le phénomène de réseau des arbres d'une forêt, ou tu vois. J'adore l'idée. C'est la bonne nouvelle, ça, Jocelyn, mais j'en ai une mauvaise. Il y a 5 personnes sur 10 qui n'arriveront pas à faire les exercices. Oui, ça tu l'as dit. Ouais. C'est les Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à un système de croyance Non, c'est dû à une évolution de l'âme. C'est un peu compliqué. Okay. C'est-à-dire, je t'ai dit tout à l'heure, il y a des espèces d'âmes qui sont à des paliers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, par exemple. Et une âme, si elle n'est pas à 0, n'aura pas accès à ces transincarnations. Ce qui veut dire qu'il y a certaines âmes qui sont dans des paliers très profonds, dans lesquels on arrive, qui ne vont pas arriver à communiquer avec leur autre transincarnation. Là où est le paradoxe, c'est que ces âmes, dans leur temps et leur espace, n'y arriveront pas, alors que nous, dans notre temps et notre espace, parce que 90% de la planète, quand même, il y en a beaucoup, ça va, j'allais dire, on va arriver à communiquer avec quelqu'un du passé qui, lui, n'arrive pas à communiquer avec nous. Sauf que si tu te souviens, dans Transincarnation, j'explique qu'on fait des débriefings la nuit. Oui, que la revue de jour la nuit. Voilà. Toutes les nuits, on rencontre toutes nos transincarnations. Oui, absolument. Et donc, on continue à faire des deals comme ça en pleine nuit. Le bouquin t'explique comment les faire en conscience. Mais j'explique que pour les faire en conscience, il faut avoir atteint ce palier d'âme. Et je suis désolé, il y en a peut-être certains qui vont se trouver super évolués, mais qui n'y arrivent pas. Et j'ai envie de leur dire, eh bien, je suis désolé, mais vous n'avez pas encore atteint ce palier. Ce qui n'est pas grave, parce que de toute façon, on va l'atteindre. On finira tous par être des maîtres d'ascension, tôt ou tard. Pas de poignée, c'est sur le chemin, c'est même obligatoire.
Mais il y en a qui vont pas arriver à communiquer avec leur transincarnation. Alors, le recul que j'ai un peu, parce que tu sais que le bouquin était aux éditions Atlante, donc il y en a qui l'ont commandé avant qu'il sorte, et effectivement, il est sorti la semaine dernière officiellement. Le 11 ou le 12, je sais plus quoi. Et en tout cas, de tous ceux que j'ai vus, j'allais dire, dans 2 cas sur 3, pour le moment, ils y arrivent. Mais les guides m'ont prévenu que globalement, ça allait donner à peu près 1 personne sur 2 qui allait y arriver. Et c'est pas forcément celle qu'on croit. Alors, si tu veux, dans le livre d'exercices, ce sont des espèces d'auto-méditation ou d'auto-mise en état de semi-hypnose qui vont te permettre de communiquer avec ça. Et toi qui fais de l'hypnose notamment, je trouve qu'il y a entre guillemets, je dis pas qu'il y a un marché potentiel, j'aime pas dire ça, mais pour les gens qui maîtrisent ce sujet, il y a peut-être moyen de faciliter la transcommunication. On devrait appeler ça la transintercommunication, il faudra trouver un terme. Mais il y a peut-être moyen de transincarner, de transcommuniquer aussi. Peut-être que ça se fait déjà, mais que finalement l'interprétation à l'issue de l'expérience est justement très interprétée par le mental, tu vois, parce que notamment Jean-Jacques Charbonnier avec les TCH, il a réussi, il a un fort taux de réussite sur un public, on va dire lambda, qui est sensible à cette notion-là, forcément. Mais... Alors, TCH, c'est la transcommunication hypnotique pour ceux qui n'ont pas suivi. Et en fait, Jean-Jacques, il emmène les gens visiter l'au-delà et aller comme ça parler à des personnes qui sont passées de l'autre côté. Il y en a quand même une certaine partie qui discutent avec leurs guides et leurs anges dans la même séance. Effectivement, il se trouve qu'il y a des séances d'hypnose où on croit qu'on communique avec une vie antérieure, alors qu'en fait, on est en train de communiquer avec une transincarnation, par exemple. Maintenant, tu me permets une réserve, je suis convaincu que tu le fais bien parce que j'ai vu de quelle école tu étais et je connais bien Jean-Charles. Oui, je pense que tu peux être avec lui. Mais il y a il faut savoir, faites gaffe les gars, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de gens qui se disent très très forts dans l'hypnose régressive et qui font des horreurs. Et j'en récupère chaque semaine. Ils font des horreurs, on leur fait dire n'importe quoi, ils voient des reptiliens partout, c'est n'importe quoi. Faites très attention aux thérapeutes que vous voudriez voir. Si jamais les exercices dans transincarnation ne marchent pas, vous vous dites « Ah, Sylvain, il a dit qu'on pourrait voir un thérapeute ». Il n'y en a pas beaucoup déjà qui sont formés à ça. Il faudrait peut-être que faudrait que je fasse une team et je vous ferai un briefing complet pendant 3 jours pour voir un peu comment on peut bosser. C'est super. Mais il y a personne aujourd'hui, je tiens à le dire, personne n'est formé aujourd'hui à aller lire les transincarnations. Même si je te viens de te le dire, quasiment convaincu que dans beaucoup de cas où on croit qu'on communique avec une vie antérieure, en fait, on communique avec une transincarnation. Pourquoi ? Parce que c'est celle avec laquelle on communique le plus facilement. On communique beaucoup plus facilement avec ces transincarnations qui sont finalement plus proches de nous parce que j'allais dire, elles sont sur le même étage dans le Rubik's Cube, comme ça, voilà, comme ça. Donc ça, c'est notre transincarnation, que d'aller communiquer avec des vies antérieures ou postérieures qui ne sont pas au même étage. Ça demande un autre niveau de conscience et j'allais dire peut-être une profondeur d'hypnose et de travail un peu plus chaude. Ce qui explique qu'il y a des gens, ça a dû t'arriver, tu les mets dans un état d'hypnose, ils accèdent à un truc, t'approfondis la transe et pouf, d'un seul coup, ils passent dans un autre truc. D'ailleurs, il faut que ça te contrôle. Alors, est-ce que tu penses que... Enfin non, je pense que j'ai déjà la réponse, mais je pose quand même la question parce que je me suis lancé, vu que tu parlais de 3 jours là pour aborder ce thème-là, mais est-ce que tu penses qu'un praticien d'hypnose spirituelle de régression, parce que lui, en fait, si tu veux, dans sa structure, dans sa compréhension, dans sa modélisation de ces différents étages, on va dire, puisqu'il considère la transincarnation et que de toute façon, ces trans-là, enfin, ces hypnoses-là, elles se font toujours avec l'âme et les guides, parce que c'est vraiment le rituel de démarrage. Est-ce que, du coup, juste cette connaissance de cette cartographie peut permettre, en fait, d'avoir l'information quand la personne est en train de véhiculer, de voyager, quoi. Parce que tu viens de taper dans ce que j'appelle le biais de l'hypnose régressive. C'est de croire que le thérapeute n'agit pas. C'est faux. Même s'il ne dit rien, à partir du moment où tu plonges l'autre, entre guillemets, quelqu'un dans un intermédiaire ou en direct dans l'inconscient, il va aller taper dans ton inconscient. Et donc, il va rendre possible ce que toi, en tant que thérapeute, sans être vache, tu vas rendre possible et autorisé. Donc, si tu es un obnubilé des extraterrestres et des vampires et des reptiliens, je ne citerai pas de nom, comme par hasard, à chaque fois qu'il hypnotise les gens, il voit des reptiliens, il voit des vampires et des machins.
Ah oui, mais ça, c'est clair. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à des thérapeutes nettoyés, comme je dis. Mais par contre, si tu as affaire à un thérapeute qui est juste, comme te l'explique Jean-Charles, ouvert à la possibilité, mais qui n'est pas non plus un ayatollah de ça, et qui démarre pas avec un prérequis en disant « Oh, moi j'en connais une, tu sais, elle enregistre ses séances et dans l'enregistrement, tu n'as pas l'impression qu'elle influence les gens. Et 10 minutes avant, elle leur dit « Alors vous, je suis sûr qu'on va tomber sur une vie du passé où vous avez été la vendière. » Et hop, par hasard, dans le passé, vous faites quoi? Je suis la vendière. Tu te dis « Mais putain !» Quelle est la taille du bonhomme bleu sans cheveux qui s'adresse à vous? Voilà, ne pense pas à un lapin blanc, tu vois. Dès que tu dis ne pense pas à un lapin blanc, tu as un lapin blanc en tête. C'est pour dire, il faut faire super attention. Et c'est pour ça que je dis, faites gaffe à la formation et celle que tu as suivie, notamment, elle est géniale parce que je sais qu'encore une fois, Jean-Charles, c'est un mec qui est rigolo là-dessus. Ouais, non, il faut absolument pas, et c'est même la grosse difficulté dans les techniques que vous utilisez, absolument pas, ni avant, ni pendant, ni après, influencer la personne à qui on fait ça. C'est compliqué, hein, parce que ça revient à se contenter de dire qu'est-ce que vous voyez, ou de les aider à rentrer peut-être un peu plus en profondeur dans la transe, mais ne rien suggérer. Alors le coup du « vous, je suis sûr qu'on va tomber sur un reptilien » ou « vous devez avoir 3 implants, vous inquiétez pas, on va les trouver ». Mais ça, quand vous entendez ça, surtout si vous faites ça, monsieur, dame, quittez la séance immédiatement. Hein. Les gens ont déjà un prérequis en disant « je suis sûr que j'ai des implants » et comme par hasard, ils en trouvent en état d'hypnose. Faut faire gaffe. Bon, en tout cas, pour le point de vue de transincarnation, dans le bouquin, je donne une technique qui marchera déjà avec au moins une personne sur 2 et qui permet d'aller… Alors, de quoi faire? Premièrement, de les trouver. Alors, pour les trouver, il y a un truc que vous pouvez tous faire et on peut le faire là en direct. Il y a quelques questions à se poser qui sont relativement simples. Les questions à se poser, c'est dans quelle époque est-ce que j'aurais aimé vivre? Oui. Dans 80% des cas, il y a une de vos transincarnations qui vit là-dedans. Par exemple, il y a beaucoup d'entre nous, pour s'ancrer à la Terre, qui vivent soit en Afrique, soit en Égypte. Et ce qui explique qu'il y a un tas de gens qui sont super attirés par l'Égypte ou super attirés par l'Afrique. Pourquoi? Parce que dans le désert, le sol, c'est du sable. Le sable, c'est comme si tu étais sur un cristal géant. Donc, ça permet à toutes les autres incarnations d'être super ancrées sur Terre. Et donc, ah tiens, j'ai toujours été attiré par ça, correspond souvent à une transincarnation. Des fois, on vous demandera, le bouquin explique ça, réfléchissez à quel type d'habit, si vous faites un bal masqué demain, quel est le costume qui vous vient tout de suite en tête? Souvent, celui-là correspond aussi à une de vos transincarnations. Tiens, j'aimerais bien m'habiller en curé. Tiens, j'aimerais bien… j'aimerais bien être un garde du palais. Souvent, ça correspond à une de vos transincarnations. Et tu vois, là, on n'a pas encore utilisé l'hypnose, on a utilisé ce questionnement. Moi, j'ai vu en lisant des vies antérieures, comme une des tiennes, où tu es capitaine de bateau, d'un grand bateau, d'un galion, hein, quand même. Si tu vas chercher, il y a de fortes chances que tu dis… C'est quand même bizarre ce que tu dis, parce que j'ai toujours tripé à l'idée de me taper un voyage sur un galion. Ah ben, moi, le voyage, c'est un truc que j'ai déjà fait beaucoup. C'est à moi que tu parles là, Sylvain. Oui, forcément. Oui, ça me surprend, le coup du capitaine qui sort comme ça. Mais oui, ça a du sens. Pour moi, le voyage, c'est signe de liberté. Et pour moi, la liberté, c'est tellement important, en fait. Wow. Le bateau est important. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, véhicule. Souvent, quand on se pose ce type de questions, on le voit. J'ai déjà… Non, c'était peut-être… Je parle d'un exemple d'une dame que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Et je lui dis… toi, je tombe… Parce que, en fait, je vous explique, quand j'ai écrit Transincarnation, c'est comme si les guides m'avaient téléchargé la possibilité assez simple d'aller lire les transincarnations des gens. Plus simplifié, en tout cas. T'imagines quand même, et c'est ça que ça me choque tout le temps, c'est un concept que je ne connaissais pas, que je n'utilisais pas, auquel j'aurais pas cru, franchement. À une époque, j'aurais pas cru, carrément. Et aujourd'hui, j'arrive à les lire. Et c'est là que je dis, ils sont trop forts, ces mecs. Ils arrivent à me télécharger des programmes, c'est ça, de Dieu seul sait d'où et des capacités. Et la dame, je dis, toi, tu as quand même une de tes transincarnations qui est couturière et qui tripe à fabriquer des vêtements ou des habits de théâtre. Alors déjà, elle me dit, je suis au théâtre toutes les semaines. Je te jure, je la connaissais pas, la dame. Elle me dit, il y a un objet dans mon salon dont je n'arrive pas à me séparer alors que j'en ai horreur. J'ai acheté une machine à coudre. Elle me dit, mais je ne sais pas quoi faire avec, je ne sais pas m'en servir. Donc, tu vois, il y a des gens comme ça qui achètent des objets de manière un peu compulsive, un truc dans le décor qui dit, mais ça ne colle pas du tout au décor, mais qui, au final, correspond à une espèce de joie profonde d'une de leurs transincarnations. Ils sont tellement en relation avec cette transincarnation qu'ils ont un truc dans le décor qui correspond à ce qu'ils sont. Enfin, ce qu'ils sont dans l'équipe, dans la team. Donc ça, c'est des questions
à se poser. Et tu t'apercevras que quand tu tapes dans une transincarnation, il y a ah oui, j'ai toujours rêvé de ça, j'ai toujours voulu faire ce métier. Tiens, j'aurais voulu être chanteuse, j'aurais voulu être architecte. Il y a probablement un architecte, il y a probablement une chanteuse dans votre transincarnation. Maintenant, c'est pas systémique et systématique. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la suite des techniques pour aller chercher un peu plus en profondeur, voir si c'est des hommes, des femmes, dans quel temps, dans quel espace ils sont. Je précise que, parce qu'on me pose de temps en temps la question, les transincarnations sont toujours humaines. Hein, c'est pas 7 humains et un chien. C'est que des humains. Les animaux ont des transincarnations d'animaux, les plantes des transincarnations de plantes, et les humains des transincarnations humaines. Donc, dans l'histoire de... Donc, dans l'histoire de Sophia, tu sais, celle qui est relatée dans le livre, qui voulait être une architecte et qui avait envie de faire du design très futuriste. Eh bien, tu fais référence dans l'histoire, justement, qu'elle est en lien avec, je ne sais plus comment tu le formules, mais un personnage qui ne vit pas sur la planète Terre, quoi. Justement pour avoir cette capacité à peut-être être connecté à des formes nouvelles, tu vois, à un imaginaire qui n'est pas encore présent. Exact. Mais c'est pas une transincarnation, ça, donc. Si, c'est une transincarnation, bien sûr. Si. Okay. Tu peux être transincarné avec un extraterrestre, j'allais dire avec un... Quand je dis humain, je parle du genre, mais tu vois, on n'a pas inventé le genre extraterrestre. Pour moi, il y a les 4 règnes, quoi. Humain, végétal, animal, minéral. Mais dans le règne humain, je mets tout ce qui a une forme humanoïde et qui a une conscience de planète, si tu veux. Ouais, je comprends. Donc après, si c'est Alf sur Melmac, c'est pas grave, tu as le droit d'être transincarné avec Alf sur Melmac. Ouais, avec un... Et au chat, je pourrais aimer les chats. Non, peu importe, je comprends pas pourquoi j'aime les chats. Mais bon, tout ça pour dire, c'est quand même tu te transincarnes avec des gens qui sont un peu comme toi. Jamais trop d'écart, parce que ça peut donner des vrais schizophrènes. La schizophrénie, par exemple, s'expliquerait dans des bugs de transincarnation. C'est-à-dire que les gens sont presque intriqués, donc intrication quantique, c'est-à-dire qu'ils sont liés énergétiquement avec un personnage d'un autre temps et d'un autre espace. Et tu as des gens comme ça, alors je ne te parle pas de celui qui dit qu'il est Napoléon, il y en a 14 par semaine, on est dans des zones schizophréniques pures, mais il y a des gens qui sont des espèces de... On parle de bipolarité, tripolarité parfois. Des gens qui changent de caractère d'un coup et qui sont... il y a un film qui s'appelle Split d'ailleurs qui utilise cette trame-là, et qui changent de personnalité, voire de voix, voire de comportement. Moi, j'ai vu une dame à la clinique où j'ai bossé quelque temps, 17 ans. Une dame, elle était très particulière. Quand elle avait des crises, elle savait marcher, elle chantait l'opéra. Alors que dans son personnage, entre guillemets, normal, elle a été paralysée. Elle ne devait pas marcher, mais elle marchait quand elle était son autre personnage. Imagine. Les médecins cherchent encore. Ils disent, alors, sa fibre est complète. C'est-à-dire qu'en théorie, elle peut marcher, mais en vrai, elle n'y arrive pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est quand les nerfs sont toujours là, mais elle est handicapée, quoi. Mais bref, elle changeait de personnalité. Et c'est une transincarnation. Et tu sais, je vis presque ça en channeling. J'ai été étonné. Enfin, c'est pas une transincarnation de channeling, mais tu vois à quel point tu peux transformer l'identité. J'ai vu ça aussi chez une dame qui est de Channel, qui s'appelle Rona Herman. Je sais pas si elle est encore vivante, j'espère que oui. Et Rona Herman, c'est une dame qui analyse l'archange Michael et que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois, qui est une dame exceptionnelle. Et c'était déjà à l'époque, t'imagines, il y a 15 ans, je ne vais pas être vache avec elle, mais une dame assez âgée, qui prenait sa canne pour aller sur le pupitre, c'était à l'abbaye des Prémontrés à Metz, pour dire ça à tout le monde, et c'était la dernière apparition en France d'un monsieur qui s'appelle Lee Carroll et qui canalise Cryon, et qui a dit, vous êtes des terroristes en France, vous avez le plan Vigipirate à droite à gauche, on m'a dit que j'étais une secte, vous ne me reverrez plus jamais. Mais c'était rigolo, parce que quand même, il nous a fait une canalisation de ouf. Et Rona Herman, quand s'est mise à canaliser Michael, tu vois une petite vieille se transformer en une petite jeune de 20 ans, sur son visage, tu vois même les rides qui commence à disparaître. Elle parle en anglais, elle commence son discours par « I am Michael ». Et là, tu sens, si tu es un peu sensible, dans la salle, tu sens le blast, quoi. Il s'est passé un truc, quoi. Il s'est passé un truc, elle te fait un discours de 2 heures où elle est droite comme un i, et tout le restant de la journée, tu la vois plier à se demander si elle va s'endormir avant de te faire sa dédicace. C'est vraiment ouf de voir cette transformation possible dans le corps, mais tout ça pour te dire que ceux qu'on appelle parfois bipolaires et tripolaires sont peut-être des gens qui sont connectés à des entités comme ça qui sont dans un autre temps et un autre lieu, et il faudrait utiliser des techniques
énergétique assez forte, même l'hypnose, pour les séparer les personnages et dire à cette personne en hypnose, laisser cette personne rejoindre son temps, son espace ou quelque chose de ce genre-là pour retrouver le personnage en entier. Les bugs dans les incarnations, ça existe toujours. Hein. Pour être sérieux, c'est un cas sur 1 million, mais ça arrive. Donc, c'est comprendre ces histoires-là. Je te redonne un autre exemple pour redonner des exemples de transincarnation. J'ai une personne que j'aime beaucoup et que je salue, qui a eu un problème à un organe et on a dû lui enlever cet organe. Je crois que c'était en dessous la vésicule biliaire, non? La vésicule biliaire, voilà. Merci, t'as suivi. On lui a piqué la vésicule biliaire. Il se dit, mais putain, mais il regarde dans le dictionnaire des symboles, des machins de Jacques Martel ou je sais pas qui, il trouve pas, ça lui parle pas. Et on regarde un peu ce qui se passe et on s'aperçoit qu'il a une transincarnation où il est chevalier. C'est assez drôle parce qu'il a toujours plus ou moins adoré ça aussi, mais il n'avait pas dit. Mais et ce chevalier, un jour dans un tournoi, se prend un coup à cet endroit-là, un coup d'épée. Normalement, à l'époque, mortel. À l'époque, hein, parce que la Sopsil, le gel hydroalcoolique, je sais pas comment t'expliquer. Je pense pas qu'ils avaient ça sur eux. L'hydroalcoolique, qui ressemblait plus à du rhum qu'à de l'aloe vera. Bon, c'est clair. Solide en passant, c'est pareil. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il qu'il a fait un échange avec cette transincarnation de lui dire, pour que tu survives, je vais vivre le même événement traumatique, mais je vais prendre la moitié de la charge. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit mortel pour toi, ce sera à moitié mortel pour toi et ce sera à moitié dangereux pour moi. Donc, il y en a un qui vit l'opération pour rien, entre guillemets, et l'autre qui survit malgré cette atteinte-là. D'accord ? Et donc, derrière ça, tu te dis, mais pourquoi ? Ok, j'ai fait cet échange-là, mais quel est l'échange ? L'échange est le suivant. Ce chevalier a vécu ça dans une grande bataille ou dans un tournoi où il se battait pour le roi. Et le roi lui dit, désormais, tu arrêteras d'être chevalier, tu ne travailleras plus jamais, je vais te donner 20 serviteurs et un terrain. Et cette transincarnation qui passe entre guillemets à travers moi et qui dit, mais moi je vais permettre à cette personne, cette année, d'être en retraite alors qu'elle n'en a pas l'âge et d'avoir suffisamment d'argent pour que ça se passe bien. Et donc je le verrai cette année, mais je suis intimement convaincu que c'est ce qui va se passer. Mais tu vois, c'est ce type de truc. Il y a toujours des échanges. Quelqu'un qui d'un seul coup a jamais joué au loto, un jour, il joue, il gagne. Pourquoi il gagne alors qu'il n'a jamais joué et que ceux qui jouent, ils perdent? C'est le paradoxe. Ben, peut-être qu'un jour, il a vécu un événement super traumatique. Je me souviens d'un vieux pépé. En fait, j'arrive à regarder, encore une fois, les transincarnations. Un vieux pépé qui avait gagné 90 ans. Bon, il a vécu jusqu'à 95. Mais en fait, il avait donné un petit peu son corps pendant la Deuxième Guerre, si je puis dire. Pareil, pour des histoires de transincarnation, pareil. Et la transincarnation qui lui donne en échange et qui lui dit, les 5 dernières années de ta vie, tu seras riche comme jamais parce que je suis un prince et un roi et que je te dois bien ça. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Ce mec, il a gagné une somme pharaonique qu'il a évidemment donnée quand même à ses enfants en grande partie parce que c'était un Vosgien. Enfin, c'est pas parce que c'est un Vosgien qu'il l'a donné, mais c'est parce que c'est pour te dire que je connais le personnage. Mais il a vécu les 5 dernières années de sa vie assez riche. Donc tu vois, l'échange, il n'est pas toujours en monnaie. Parce que les gens vont se dire, moi je suis prêt, je te jure, je suis prêt, je peux me couper le doigt. Je gagne au loto, je coupe mon doigt. Quoi. Je vais faire tous les exercices de la partie 2 du livre, tu vas voir, je vais y arriver. Ouais, c'est typiquement des événements involontaires, des trucs qu'on n'a pas demandé, des trucs ces fameux trucs qui nous tombent dessus alors qu'on ne sait pas d'où ça sort. Mais enfin, en gros, voilà l'idée de ces transincarnations, de ce qu'elles donnent, de comment elles interagissent. Effectivement, j'ai parlé vite pour synthétiser et dégager les grands principes. Et puis, si tu veux, on peut prendre quelques questions, effectivement. Ouais, on va prendre quelques questions. Ouais. Bon, alors, je pense qu'il y a eu énormément de messages et j'ai essayé de garder le cap, mais je sais qu'il y en a certains qui se sont répondus mutuellement. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les derniers? Comment prendre rendez-vous? Ah tiens, je tombe là-dessus. Alors, comment prendre rendez-vous avec Sylvain? Alors, Sylvain, il est blindé, c'est pas la peine d'essayer. Je vous assure que ça va. Non, mais c'est chaud. Je veux pas. Je vais t'expliquer. En fait, je prends 6 rendez-vous par semaine parce que je passe pas mal de temps à préparer des événements avec des gens, à faire des conférences gratuites pour d'autres, à préparer mes propres conférences avec d'autres intervenants, préparer les émissions, lire les livres, à répondre à des mails, mais je réponds pas à tout. J'en reçois déjà 80 à 120 par jour, donc c'est pas la peine qu'ils me disent tout d'écrire. Déjà, j'ai une grande nouvelle. Par mail, je sors rien.
C'est-à-dire que le premier qui me dit, il m'envoie un mail en disant Oui. demande à tes guides ceci ou cela, je sens rien par mail. C'est pas la peine, je sens rien. Je prends Mm. 5 à 6 rendez-vous par semaine, mais c'est plein. Mais il faut que les gens ils aillent sur mon site qui s'appelle sylvaindidelot.com dans la partie rendez-vous. Et de temps en temps, il y en a qui se libèrent. Mais j'allais dire, j'ai la chance d'être plein, mais c'est aussi parce que j'en prends que 6 par semaine. Parce que Ouais. j'en prends 6 pour rester dans la réalité des gens. Mais j'adore travailler dans recevoir des messages, continuer à préparer des interviews, écrire des morceaux de bouquins, parce que parfois je canalise un truc, je mets un morceau là, et peut-être qu'un jour j'aurai assez de morceaux pour faire un livre. Là, je viens de condenser toutes mes canalisations de 2020 pour les mettre sur mon site, pour ceux qui les voudraient avec les vidéos. Mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les rendez-vous, j'en prends peu. Par contre, c'est con parce que j'en fais plus. Ce que j'adore faire, mais que j'en fais plus depuis un an, c'est des conférences. Des conférences en live partout en France, Québec, Suisse, Belgique. J'adore faire ça. Donc, s'il y a un grand frustré en moi, c'est le conférencier. Il est malade quand il est pas bien, quoi. Je vais bien parce que je vais en faire une en ligne bientôt d'ailleurs. Je vais en faire la première conférence en ligne de ma vie. Toute la journée, dans pas longtemps. C'est plein. Cherchez pas les places, c'est plein. Ah ouais, déjà? Ouais, mais j'ai limité le nombre de places. Je veux pas qu'il y ait 300 personnes. Mais comment tu as véhiculé l'information notamment? Il faut être dans ta newsletter ou alors sur ta page Facebook, tu en parles? Si vous inscrivez sur sylvaindidelot.com, il y a un endroit où tu peux recevoir ma newsletter et c'est aux gens de la newsletter que je dis voilà, je vais faire une conférence pendant toute une journée. Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ça part super vite. Hein. Ouais, moi, ça fait 1 mois et demi que j'essaye d'avoir un rendez-vous avec toi. À chaque fois que je me connecte, pourtant 10 minutes après ou 20 minutes après avoir reçu le message. Voilà, quand je libère des rendez-vous, le lendemain, il n'y a déjà plus rien le lendemain. Mais c'est pas, encore une fois, c'est parce que j'en prends que 6 par semaine. Je vais pas faire je sais pas comment te dire. On n'est pas à l'usine après. Ne m'écrivez pas parce que je reçois 10 personnes par jour qui me demandent un rendez-vous, 10 par jour qui me demandent un rendez-vous alors que j'en prends que 6 par semaine. Donc je réponds à tout le monde, désolé, je fais confiance à ce qu'on appelle la providence. Ça veut dire, si vous avez un rendez-vous en allant sur mon site, c'est qu'il était pour vous. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'était pas pour vous. Enfin, je suis désolé, mais je fais ça. Parce que je ne vais pas passer et que, en fait, je préfère diffuser beaucoup de connaissances, comme on fait là, dans des émissions comme on fait avec toi, comme je le fais en conférence, on passe toute la journée à discuter d'une vastitude de sujets, puisque c'est les gens qui posent des questions qu'ils veulent. Parfois, on va dans des cas personnels, parfois, on va dans des cas généraux, parfois, on fait des petites séances de guérison. Et ce que je veux dire, c'est que si les gens veulent me voir, j'allais dire, attendez que notre bon gouvernement nous réautorise les conférences, et j'adorerais vous voir, bien sûr, que ce soit ici ou ailleurs. Mais l'idée des Vibra conférences, je pense que ça plaît à tout le monde, hein, tu vois. Je sais pas si tu vois le chat. Si c'est le cas, ça emballe tout le monde. Les Vibra conférences en ligne. Ouais. Les Vibra conférences. J'en ai lancé une il y a pas longtemps. Après, te revoir en direct, c'est sûr que ce serait top, quoi. J'ai pris 80 à 100 personnes parce que si tu veux, je veux que ça reste un peu interactif. Faire une conférence où je peux jamais lire le moindre message tellement ça défile, c'est ingérable. Donc, je veux que ça reste un peu interactif. Et ces 100 personnes que j'ai pris, je leur ai filé un formulaire pour qu'ils m'écrivent des questions générales un peu à l'avance pour que je puisse travailler à corréler les réponses qui sont toujours un petit peu en ligne et pour rassurer les gens. Oui, inscrivez-vous à ma newsletter parce qu'il y a des chances que j'en fasse une par mois maintenant de ces trucs-là. En attendant de pouvoir faire les vrais. Par contre, je vais être très clair. Hein, je prends largement plus mon pied à faire des vraies conférences avec des vraies personnes qu'à regarder ma caméra et dire bonjour. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même énergie. Carrément. Alors, on va prendre une question de Annie. Lorsque l'on n'a plus d'utilité dans cette incarnation, pourquoi ne pouvons-nous pas la quitter? Par du suicide. Parce que c'est pas dans ton contrat d'âme, madame. Je vais vous dire un truc qui va choquer des gens. On n'est jamais condamné de l'autre côté. Si vous vous suicidez, vous ne serez pas condamné. C'est-à-dire, il n'y a pas un être qui va vous dire « Oh, qu'est-ce que t'as foutu ?» Non, pas du tout. Pas du tout. Simplement, dans la transincarnation suivante, on va vous demander de revivre les mêmes épreuves pour les dépasser. Ouais, donc, si tu veux, se suicider revient à décider de redoubler. Ça ne te fera pas avancer, ça ne te fera pas reculer, ça te fera redoubler ta classe. C'est-à-dire que tu redémarres avec les mêmes contrats, les mêmes emmerdes, tu vas les revivre à nouveau.
Et avec le même niveau de conscience, entre guillemets. Oui, et en recommençant par cette super étape où tu chies dans tes culottes et où on te torche le cul matin, midi et soir. C'est ton étape préférée dans l'incarnation. Mais c'est ce que je dis aux gens. Je dis, toi, tu as à nouveau envie qu'on te torche le cul. Et ils ne comprennent pas quand je leur dis ça. Mais c'est ça qui va se passer. Donc, le suicide, c'est pas une bonne idée parce que c'est une rupture de contrat, j'allais dire. Maintenant, attention, l'euthanasie, c'est-à-dire le fait de décider de mourir parce que tu vis une souffrance sur des maladies qui sont non guérissables, etc. Ça, par contre, de l'autre côté, ta vie est terminée. C'est-à-dire que ça faisait partie, malheureusement, de ton plan. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui fait un suicide parce qu'il a un chagrin d'amour, verboten. Mais quelqu'un qui est en fin de vie, dans des maladies graves, avec des souffrances terribles et qui se dit je veux partir et je vais aller en Belgique pour qu'on me colle une piqûre et que je m'en aille. Donc déjà, il faut savoir que c'est des pays où il y a quand même une commission. Hein. Tu n'arrives pas le matin en disant ce soir je vais être mort. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Dans ce genre de cas, la personne ne redouble pas. J'insiste, on ne redouble pas. Donc j'incite pas les gens à l'euthanasie, je vais être clair, mais je tiens juste à dire que l'euthanasie et le suicide sont pour moi deux choses différentes. Vraiment. Hein. Le droit à la mort quand il n'y a pas d'autre issue, j'insiste sur le quand il n'y a pas d'autre issue, est souvent prévu, entre guillemets. Mais pas les autres cas. Tous les autres cas, c'est pas prévu. Ok. Merci Sylvain. Alors, il y a une autre question. Mais on y a répondu à celle-ci. Aline, peut-on et comment demander de l'aide à notre transincarnation? Alors, dans le bouquin, il y a des techniques, mais qui consistent en gros à se mettre dans une espèce de méditation, dans une espèce de bulle où tu es en paix, et c'est un peu plus clairement expliqué dans le bouquin, de convoquer... Donc déjà, il faut passer par ces fameuses premières étapes de connaître tes transincarnations. Hein. Tu ne pointes pas comme ça en disant « Il n'y en a pas un qui voudrait me prendre ça !» Non, ne pense pas comme ça. Il faut quand même avoir à minima l'idée d'une ou deux transincarnations qui, elles, vont réussir, en conscience j'entends, hein, parce que je te rappelle qu'on le fait la nuit en inconscient, qui, elles, vont décider de faire ça. D'accord? Si les gens n'y arrivent pas, j'ai quelque chose que je ne t'ai pas dit, mais si les gens n'arrivent pas à faire les exercices conscients, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est ce qu'on vit avant de s'endormir devient un message pour la nuit. Donc, c'est juste avant de s'endormir de se dire, cette nuit, j'irai dans mon conseil de transincarnation voir si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet-là. Tu vois, si tu t'endors vraiment avec cette idée de, au conseil, je ne vais pas oublier de leur demander ça. Et il y a de fortes chances que pendant la nuit, c'est bien le message que tu vas faire passer. Je dois avouer que ça fonctionne, mais que c'est moins kiffant, entre guillemets, que de le faire en conscience. Donc, il y a des exercices conscients qui consistent à connaître une de ces transincarnations. Et moi, par exemple, je pourrais dire à Sophia, putain, je suis nul en dessin. Là. Pourtant, j'ai fait... En plus, c'est rigolo parce que tu vois, Sophia, elle est architecte. Or, moi, j'ai démarré mes études par un bac F1 qui était dessinateur industriel. Et en me demandant, dire, mais qu'est-ce que je fous à être dessinateur industriel? C'est pas mal. C'était la transincarnation qui venait lui apporter de l'information sur son parcours d'architecte. Elle kiffait le dessin et je l'ai cru que j'allais kiffer ça. Et donc, si un jour j'ai besoin de m'y remettre, c'est plutôt à elle que je vais dire, attends, faut que je refasse un plan pour un truc, file-moi un instinct. Ça m'est arrivé d'ailleurs sans que j'en ai conscience. La première fois que j'ai fait... j'ai été propriétaire. Je ne le suis plus maintenant, je suis locataire, mais c'est ça le divorce. Hein. Mais j'ai été propriétaire d'une maison et quand le maître d'œuvre a fait les plans, j'ai regardé les plans et alors que j'y connaissais rien, il y a un truc en moi qui a dit il y a quelque chose qui colle pas. Et j'ai commencé à dire ça peut pas être porteur, on n'est pas sur la bonne dimension. Le truc là, je commençais à lui parler comme si j'étais dans le bâtiment depuis 10 ans. Et ouais, donc il y avait un transfert qui s'était fait avec Sophie. C'est comme si c'était elle qui regardait le plan et qui disait non mais qu'est-ce qu'il a fait ce con. Par exemple, j'avais demandé que le toit soit dans l'autre sens de la maison. Donc en fait, il faut ce qu'on appelle des poutres en lamellé-collé. Il faut faire une poutre spéciale qui soit beaucoup plus solide. Tu sais, les poutres en lamellé-collé, c'est celles que tu as dans les salles des fêtes des grandes villes et qui tiennent des très grosses distances. Je pense que au milieu. Alors, le mec, il l'avait fait dans une poutre normale. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, elle est trop longue, votre poutre. Ça ne tiendra jamais, ça va péter. Et le mec, il regarde, il fait, oh putain, oui, il me faut un lamellé-collé. Enfin, c'est assez fou ce qui peut arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui connectent leur transincarnation intuitivement. Ils disent, pourquoi tu as fait ça? Et il y a quelque chose en eux qui dit, j'ai su que c'était ça qu'il fallait faire. Oui, mais d'où? Je ne sais pas.
Et donc, on peut aussi communiquer comme ça un petit peu instinctivement avec ces transincarnations. Donc moi, là, si jamais je m'achète un bateau, je vais instinctivement, il y a des chances que je sache naviguer. Je t'ai dit que tu dirigeais le bateau. Ça ne veut pas dire que tu sais ramer, ou etc. Quand je te dis que tu étais sur un galion, tu n'étais pas forcément le capitaine derrière la barre, c'est-à-dire le navigateur, mais peut-être celui qui donnait les ordres et commandements et qui était un petit peu chef de mission. C'est plus dans ce genre de choses que je te vois. Chef de mission sur un galion. Intéressant. Et avec de très bons instincts de navigation quand même. En tout cas, tu n'auras jamais le mal de mer. Bon, c'est plein de bonnes nouvelles. Hein. Eh bien, super. Alors, bon, il y a plein de messages, il y a plein de personnes qui te remercient, qui ont envie de faire les Vibra-conférences, qui vont s'inscrire à ta newsletter. Il y en a qui vont quand même essayer d'avoir un rendez-vous. Donc, bah, de toute façon, l'idée, c'est pas de ne pas essayer, hein, parce que de temps en temps, il y a des rendez-vous qui se libèrent, mais voilà, il faut être à l'affût et puis il faut peut-être, voilà, pas perdre espoir, parce que c'est quand même possible. Voilà. Oui. Donc, il y a plein de merci, plein de merci. Je pense que voilà, on a parcouru un petit peu tout. Bon, alors moi, je suis ravi de t'avoir accueilli. Je suis ravi de ce que tu nous as partagé. Je m'excuse un petit peu auprès des spectateurs de ne pas avoir pris les questions au fur et à mesure parce que en fait, je voulais pas perdre le fil. Et si j'avais dû jongler entre les deux, je pense que je me serais un petit peu perdu, quoi. Donc, ben voilà pour cette étape. Eh bien, écoutez, moi, je vais te laisser le mot de la fin, Sylvain, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, couvrir un point que tu aimerais dire et que j'ai pas pensé à. Non, on a été, franchement, on a été pas mal loin dans cette séance-là, sur ce qu'est l'incarnation. Je suis pas, ouais, tu peux montrer le bouquin, j'allais dire, je dois gagner 1,50 € ou 2 par livre, donc je suis pas là pour vendre des livres, mais quand même pour vous dire que. Mais il est super ce livre. Dans le bouquin, ça permet d'avoir une vue peut-être un peu plus complète, parce que là, j'ai donné des morceaux de puzzle, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de dire, oui, mais il y a ça aussi, et puis il y a ça aussi. Mais voilà, je peux pas, en 1h30, je peux pas résumer un truc qui fait 200 pages, quoi. Hein. Il fait pas loin de 200 pages. Je peux pas le résumer en 1h30. Donc, je invite les gens à le lire en e-pub s'ils veulent, parce qu'on peut l'acheter en e-pub, ou à le lire tout court. Déjà, les concepts qu'on leur a donnés, là, toi et moi, en direct, ça permet, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui m'ont écrit en disant, ah, mais ça m'a permis de comprendre pourquoi il m'est arrivé ça, ou pourquoi j'ai eu cet instinct-là. J'ai lu dans les commentaires tout à l'heure quelqu'un qui me disait, ah, mais moi, j'ai lâché mon métier, puis je suis devenu comme ça, du jour au lendemain, j'ai jamais compris pourquoi. Et tu vois, ça permet d'avoir les transincarnations, c'est un modèle qui permet d'avoir parfois des petits bouts d'explication où tu as cherché partout et t'as pas trouvé. Pourquoi j'ai eu ce truc-là? Quel est le sens de cette maladie? Ben non. Tu vois, mais en fait, des fois, on a des maladies qui sont pas pour nous, mais qui sont pour d'autres. Mais quand on accepte cette notion d'échange, et surtout quand on comprend que on donne jamais rien pour rien, et qu'à un moment, ça nous est toujours restitué en énergie, ça permet de se sentir beaucoup mieux. Mais on a abordé tout ce qu'il fallait. Ouais, c'est clair, c'est absolument passionnant. Moi, c'est vrai que ce livre, il est venu modifier ma grille de lecture. Donc, je suis encore dans une période d'intégration, si tu veux. Bon, alors, bien pour ma part, je vais donc laisser le mot de la fin à Sylvain, comme il aime bien faire sur sa chaîne. J'ai repris cette idée-là, parce que vraiment, j'aime bien. Je vous dis à tous, à demain soir, 20h, on sera en direct avec Romuald Le Terrier, où on va parler encore de rétrocausalité, de synchronicité, de notre capacité, en fait, d'interagir avec le futur, ou de l'attirer à nous, ou de se laisser attirer par lui. Ça va être passionnant, ce sera demain à 20h. Je vous invite à mettre un like, un commentaire sous la vidéo, que ce soit Facebook ou YouTube, à partager le plus largement possible, parce que ce sont quand même, c'est quand même un regard assez nouveau, dont il est intéressant, je pense, qu'on s'imprègne, ou au moins qu'on soit mis en contact avec. Et voilà, je vous remercie à tous. Et toi, Sylvain, vraiment, merci beaucoup d'avoir participé. Pour moi, c'est une façon de cautionner ce projet dans lequel j'ai vraiment envie tu vois, de mettre beaucoup d'énergie pour véhiculer plein de messages, tu vois, qui sont positifs, porteurs, justement, pour nourrir ce nouveau monde, entre guillemets, qui finalement existe déjà. Il suffit de porter de la conscience dessus. Donc, un grand merci à toi, vraiment. Merci. À très bientôt. Ouais, à très bientôt. Donc, je te laisse le mot de la fin. Salut tout le monde. Alors moi, Jocelyn, je te remercie de ton invitation.
de l'accueil sur ta chaîne, de ta vitalité, puis de ton envie d'apprendre. C'est toujours intéressant d'avoir des intervieweurs qui ont envie d'apprendre et de comprendre. Qu'est-ce que je peux donner comme mot de la fin? Les amis, on vit une époque formidable, vous l'avez remarqué, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une période de grands changements, une période difficile qui peut durer selon notre attitude humaine en plus ou moins longtemps, on va dire. Je voudrais vous dire que s'il y a une chose que nous apprennent les réincarnations et les transincarnations, et au-delà même de ce concept-là, c'est qu'à un moment ou à un autre, dans ces cycles temporels qui sont très nombreux, eh bien, on va vivre la vie de l'autre. J'allais dire qu'on va se retrouver à vivre l'expérience de l'autre. Et ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que quand on dit qu'on est tous un, ça n'est pas faux. À un grand niveau de conscience, qui sont juste 2 niveaux au-dessus, donc une conscience supérieure et puis nos présents je suis, on est tous reliés, on est tous unis. Donc dans l'expérience qu'on est en train de vivre en ce moment, si on veut qu'elle se passe bien, si on veut qu'elle soit rapide, et si on veut accélérer un petit peu le temps pour aller vers cette nouvelle terre qui nous est promise par les guides, mon invitation, elle va être celle d'aimer ceux qui sont d'accord avec vous et d'adorer ceux qui sont contre vous. C'est-à-dire, si vous êtes contre, soyez tout contre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui est en train de s'auto-diviser entre ceux qui seraient pour quelque chose et ceux qui sont contre quelque chose. J'imagine que vous avez tous une idée d'un domaine ou un autre dans ce que je suis en train de parler. Je voudrais juste vous dire que ceux qui sont contre, entre guillemets, sont aussi vos frères et sœurs de conscience, et que si c'était vos frères et sœurs physiques, vous seriez là en train de dire il m'embête, je suis pas d'accord avec lui, mais je l'aime quand même. Et ben moi, je vous invite à avoir la même réflexion avec tout cela, de vous dire ça m'embête un peu ce qu'il raconte, je suis pas trop d'accord, mais je l'aime. Parce que cet amour et ce qui nous unit, c'est ce qui va nous sauver. Et ce qui fait qu'on est en train de se désunir, ça va juste nous faire perdre du temps. Alors ne perdons pas de temps, je vais terminer avec ce message du Christ, aimons-nous les uns les autres, ou en tout cas, reconnaissons cette fraternité qui est en route, parce que c'est celle qui va multiplier notre expérience et qui va en faire quelque chose d'absolument fantastique. Et ben voilà, je vous dis merci, à bientôt, et puis j'espère vous revoir sur cette chaîne ou ailleurs, sur Terre 2 TV qui est la mienne, ou sur d'autres sites. Il n'y a pas de souci. Merci à vous.